Nous poursuivons notre série sur Tartaria expliqué, où nous tentons de rassembler les différents éléments. Nous savons que beaucoup de ceux qui nous suivent sont familiers avec ces concepts, mais il y en a encore beaucoup qui refusent de se pencher sur ce sujet parce qu'une présentation adéquate n'a pas encore été faite. Ceci est notre tentative pour atteindre cet objectif. Nous espérons inspirer la curiosité de ceux d'entre vous qui sont peut-être des débutants dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, commençons par un rapide récapitulatif. Le matériel suivant peut être sensible à votre perception de la réalité. Ne le regardez pas si vous êtes facilement offensé. La première vidéo sur la Tartarie traite du lien entre les anciens Irlandais et la Tartarie. La deuxième vidéo porte sur les Phéniciens, mais elle est très vague et surtout centrée sur les Mormons. Nous pouvons maintenant aborder un sujet qui n'est absolument pas enseigné dans les écoles, à savoir que les Phéniciens s'étaient installés sur les continents américains bien avant Christophe Colomb. On nous apprend que la Californie a été fondée par les Espagnols en 1542, et pourtant, si nous lisons ce que Cabrillo a écrit sur les îles de Californie, il déclare « Pourtant aussi sauvages et désolées qu'elles soient aujourd'hui, Cabrillo affirme qu'au XVe siècle, elles étaient densément peuplées par une race supérieure et que les terres principales étaient parsemées de villages. Les enfants des insulaires sont décrits par les premiers navigateurs comme étant blancs, avec des cheveux clairs et des joues rousses, et les femmes comme ayant de belles formes, de beaux yeux et un comportement modeste. L'histoire de la Californie telle que nous la connaissons n'est pas enseignée correctement dans les écoles. C'est drôle, Disney avait en fait une attraction appelée Golden Dream avec Whoopi Goldberg dans le rôle de la reine Califia. J'aimerais pouvoir le montrer ici, mais vous pouvez toujours trouver des vidéos sur YouTube montrant le court-métrage. Tout commence avec Califia qui vous guide à travers l'histoire de la Californie. Elle vous raconte des vérités mêlées de mensonges. Elle dit qu'elle est l'esprit de la Californie, et l'une des premières choses que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'elle dit que lorsque les Espagnols ont débarqué, ils ont atterri sur un territoire instable, ce qui sous-entend qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Ils ont manqué une grande partie de l'histoire. Qui est la reine Califia et d'où vient ce nom? Il est tiré d'un roman fantastique espagnol intitulé Les Aventures d'Esplandian, publié avant la découverte de la Californie. Voici ce que dit l'histoire dominante. Les Aventures d'Esplandian est le 5e livre d'une série de romans d'amour chevaleresque espagnol de García Rodríguez de Montalvo qui a commencé avec Amadís de Gaula, une série encore plus ancienne. Las Serjas mentionne une île fictive nommée Californie, habitée uniquement par des femmes et gouvernée par la reine Califia. Lorsque les explorateurs espagnols ont appris l'existence d'une île, en fait une péninsule, au large de l'ouest du Mexique, dont la rumeur disait qu'elle était gouvernée par des Amazones, ils l'ont baptisée Californie. Extrait de BigThink.com. Lorsqu'un mutin de l'expédition d'Hernán Cortés au Mexique en 1533 a découvert la péninsule connue aujourd'hui sous le nom de Basse-Californie, puis que Cortés lui-même s'est rendu à la pointe sud de la péninsule, les conquistadors espagnols ont pensé qu'ils étaient tombés sur la Californie légendaire décrite dans le roman de Montalvo, sans vraiment comprendre que cette création littéraire était entièrement fictive. Pourquoi Cortés croirait-il à cette histoire ? Parce qu'elle est basée sur la vérité. Donnez-moi du temps et je vous expliquerai cela étape par étape. Mais il y a de nombreuses pièces au puzzle. Je dois mettre en place de nombreux facteurs avant de pouvoir clarifier les choses. D'après Wiki, c'est l'une des erreurs cartographiques les plus célèbres de l'histoire. Elle a été propagée sur de nombreuses cartes au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, malgré les preuves contradictoires fournies par divers explorateurs. D'accord, je dis que c'est de la foutaise et qu'il y a une dissimulation en cours. Tout d'abord, que sont toutes ces îles sur le rivage? Dites-moi, est-ce que vous pensez aussi que ce sont des erreurs? Ils auraient pu facilement trouver ces informations. Regardez toutes les colonies qu'ils sont censés avoir installées. Pourquoi les Espagnols sont-ils partis? Disney insiste sur le fait que cela a quelque chose à voir avec les tremblements de terre. Il n'y a pas que l'idée que la Californie est une île, ce n'est qu'un début, il n'y a pas d'erreur. Premier argument, plusieurs cartes de différents cartographes qui sont censées être basées sur des cartes plus anciennes. Deuxième argument,
L'histoire des aventures d'Esplandian est basée et liée à la même histoire racontée par Platon dans le Critias, où il parle d'une grande terre entre l'Atlantide et la grande terre ferme ou terra firma. Nous allons examiner quelques livres de l'auteur Girolamo Benzoni, l'un des premiers à avoir écrit sur l'histoire du Nouveau Monde. Dans nombre de ses écrits, il apparaît clairement que les Espagnols désignaient cette terre par le terme de terra firma. Ainsi, si l'histoire dominante est vraie, à savoir que la Californie a reçu son nom parce que les Espagnols pensaient que les romans étaient basés sur la vérité, cela renforce l'argument selon lequel ils pensaient qu'ils étaient basés sur la vérité parce qu'ils faisaient référence à la terre ferme en tant que terra firma, ce qui montre que le roman ne se limite pas à une simple fantaisie. Troisième argument, un grand continent situé à l'ouest de l'Atlantique a été mentionné et écrit par des auteurs classiques tels que Critias, Solon de Platon, Silène, Théopompo, Aristote, Cicéron, Strabon, Ératosthène, Macrobe, Méla, Scylax, Aelianus, Pline, Statius Sebosus, Posidonius, Festus Avienus, Diodoré de Sicile, Plutarque et Sylla, Sénèque et bien d'autres encore. Parmi ces noms, il y a ceux dont les œuvres sont manquantes ou fragmentées. Cela montre que de nombreux écrivains connaissaient l'Amérique bien avant Christophe Colomb et qu'ils savaient donc que cette terre n'était pas un mythe, pas plus que les histoires de la Californie. Si nous jetons un coup d'œil aux premiers écrits sur le Nouveau Monde, nous trouverons des informations intéressantes. Nous allons examiner quelques gravures de Brie Théodore qui montrent une Amérique bien différente de celle que nous imaginons. Les écoles enseignent que les Amérindiens, ou les Indiens d'Amérique, étaient les natifs de cette terre. J'ai quelques informations qui vont à l'encontre de ce récit. Dans le livre de Girolamo Benzoni, Americae Pars Quarta, nous voyons des peuples très étranges vivre en Floride à l'arrivée des Espagnols. Des géants blancs, pâles et cannibales, dont les hommes sont chauves et les femmes blondes et rousses, et qui ne ressemblent absolument pas à ce que nous connaissons sous le nom d'Amérindiens. Il y a tant de choses que je voudrais dire en même temps, mais je dois y aller lentement si nous voulons donner un sens à tout cela. Et si vous regardez de plus près, vous verrez qu'ils disent qu'il s'agit d'une erreur de coloriage et qu'ils essaient de la dissimuler dans les versions plus récentes en coloriant tout d'une couleur bizarre. Ça n'a pas de sens. La vérité, c'est qu'il existe de nombreux cas de géants roux occupant les Amériques, une race descendante du serpent. Ces gens sont les Phéniciens, et c'est ce que je vais vous montrer. Dans le livre Les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain, Onfroy de Thoron montre qu'il est tout à fait possible que les anciens Hébreux aient voyagé jusqu'en Amérique. Cela vaut également pour le livre des Mormons et les Lévites. Voici une gravure de braille d'un Amérindien. Voici aussi une gravure de braille des Pictes. En regardant les gravures des Celtes et des Amérindiens, j'ai eu la même impression de la part de certains leaders. C'est très similaire. Les Phéniciens, ou les anciens Hébreux qui descendaient de l'Hyperborée ou Ibérion, Iberia, Irlande, sont tout à fait capables d'avoir connu l'Amérique ou terra firma. Il existe de nombreuses preuves à ce sujet. Le meilleur exemple se trouve dans le livre des Mormons. Joseph Smith trouve des tablettes d'or laissées par les Lévites. Si vous lisez l'histoire, il devient évident qu'il y avait de grandes civilisations en Amérique bien avant Christophe Colomb. C'est la raison pour laquelle les Espagnols évitaient certaines régions car ils connaissaient parfaitement la Californie. Vous vous demandez peut-être, que s'est-il passé? Pourquoi les décrit-on comme des primitifs ou des sauvages? Il n'y a pas si longtemps, le soleil a disparu, comme en témoignent de nombreuses histoires d'Amérindiens dont les membres sont sortis d'une grotte. Pourquoi vivaient-ils dans une grotte? Il s'agit là d'une information controversée, mais elle est basée sur le livre History of the American Indian de James Adair. L'objectif de ce livre est de tenter de prouver que les Amérindiens sont les descendants des anciens Juifs. Et je ne dis pas que c'est vrai ou que j'y crois, mais je parle simplement de ce que j'ai trouvé. L'auteur met en lumière de nombreuses similitudes entre les deux cultures fondées sur la tradition. Une autre source qui va de pair avec le livre des Mormons, et s'il est vrai que les Phéniciens étaient de grands constructeurs d'architecture moderne de type victorien, alors se pourrait-il qu'il y ait eu autrefois une grande nation dans le grand ouest de l'Amérique, même au Grand Canyon, mais que quelque chose soit arrivé. Il est probable que cet événement a façonné et déformé leurs traits, puisqu'ils ont été incapables de voir la lumière pendant 25 ans dans certaines légendes. Imaginez ce que cela pourrait faire à votre conscience.
Cela explique beaucoup de choses et il y a encore plus de choses à couvrir qui sont loin d'être connues du grand public. En 1909, un explorateur nommé J.E. Kincaid est tombé sur une grotte contenant des momies, des ornements en cuivre, des hiéroglyphes et d'autres artefacts impossibles. Cette découverte est souvent considérée comme un canular, car personne n'a jamais redécouvert la grotte. Cependant, lorsque l'on sait que le gouvernement a mis en quarantaine certaines zones du Grand Canyon, on comprend mieux pourquoi personne n'a redécouvert la grotte. De plus, les premiers colons du Grand Canyon ont donné des noms égyptiens aux différentes formations du Grand Canyon. Comment cela se fait-il ? L'histoire d'Amadis de Gaule est essentiellement un long roman d'amour fantastique, avec les motifs typiques de ce type de roman. Mais j'ai trouvé intéressant que les personnages de l'histoire représentent des choses différentes. Esplandian est le fils d'Amadis, ou l'Espagne est le fils de la Grande-Bretagne. Mais dans l'histoire, c'était à l'époque de la Gaule. L'Irlande et l'Espagne étaient autrefois reliées par les légendes anciennes, formant une île géante connue sous le nom d'Hibernia. L'histoire se déroule avant le grand cataclysme ou la réinitialisation. Je suis sûr que beaucoup ont entendu parler de l'arrivée des Vikings en Amérique, mais supposons que l'histoire de Tara, dans la tradition irlandaise, soit vraie, où les récits de Platon ou Solon racontent une grande guerre entre l'Atlantide et la grande terra firma. Et si les Espagnols étaient allés en Amérique avant la Réforme et connaissaient bien la Californie et le Mexique. À une époque où l'Espagne n'était pas encore l'Espagne, d'où le symbolisme d'Esplandian et de ses aventures. Bernal Diaz dit « Nous fûmes saisis d'admiration et déclarâmes qu'il ressemblait au château enchanté décrit dans le livre d'Amadis de Gaula, à de grandes tours, à des temples et à des édifices qui semblaient surgir de l'eau, et tout cela a été construit en pierre et en mortier. Certains de nos soldats ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils voyaient vraiment cela ou s'ils rêvaient. Il n'était pas stupide, pourquoi l'aurait-il appelé Californie ? En outre, l'histoire pourrait être plus qu'une simple fable. L'idée des griffons n'était pas à prendre à la légère. Le griffon figure sur les médailles antiques. Et le char du soleil était dessiné par ces animaux imaginaires avec la tête et les ailes de l'aigle et le corps et les pattes du lion. Il représentait la force et l'activité. Bicelius, 1647, parle de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Des chaînes de montagnes s'étendent le long de la côte, horrifiantes par leur netteté et leur escarpement jusqu'à leur sommet. Un grand nombre d'animaux sauvages abondent dans ces montagnes. Les gens racontent que dans les forêts se trouvent les griffes ou griffons, et ce n'est pas une fable, mais la vérité. Le long de la côte se trouve la terre de Californie. Nicolas Calufius peint la Floride pleine de serpents ailés. Il dit qu'il en avait vu et que les vieux indigènes étaient très attentifs à sa tête en raison d'une prétendue superstition. Et si les événements de l'histoire de la Nouvelle-Amérique se déroulaient en réalité dans les années 1700 ? Je sais que c'est fou, non ? Pensez-vous vraiment que la plupart de ces villes ont été créées comme elles le prétendent ? Parce qu'il n'est pas logique que les colons aient trouvé ces nouvelles terres et qu'ils aient préparé le terrain à force de travail et qu'en même temps, ils aient pu construire les chemins de fer qui traversaient les grandes montagnes. Le film Golden Dreams de Disney dit qu'il s'agit d'une main-d'œuvre chinoise. Ok. Et l'échoffe de tout à l'heure, hein. Ça a quelque chose de familier, vous ne trouvez pas ? Bon, ok, on en parlera tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, les Phéniciens avaient de nombreux établissements tout autour de l'Amérique, au Mexique, en Californie. Et les Maures, les Anciens Lémuriens et les Turcs connaissaient tous l'Amérique avant Christophe Colomb. De nombreuses légendes font également état d'une race distincte de géants aux cheveux roux. Voici les preuves matérielles de la présence de géants dans les Amériques. Les géants de Windover. En 1982, un conducteur de bulldozer a mis au jour un cimetière sous-marin contenant 168 squelettes d'1,80 m en moyenne. 70 des crânes retournés contenaient de la matière cérébrale dont l'ADN a été prélevé et analysé. Il est surprenant de constater que l'ADN ne correspondait à aucune des tribus amérindiennes environnantes. Joseph Lawrence, un généticien de l'Institut Coriel pour la recherche médicale, a lui aussi cherché les marqueurs d'ADN qui distinguent les Amérindiens dans les échantillons d'ADN prélevés sur les os de 5 momies de Windover. Après avoir comparé l'ADN à celui des Européens actuels, il a fait la constatation suivante. Je suis retourné à l'écran et j'ai regardé à nouveau les séquences. L'ADN de la première personne semblait européen. Quand j'ai regardé le deuxième, il avait l'air européen. Et quand j'ai regardé les troisième, 4e et 5e, l'ADN était légèrement différent des deux premiers, mais
Ils avaient l'air européens. Certains universitaires ont supposé qu'il s'agissait d'une sorte de meurtre collectif car les coups des corps étaient tous brisés et tournés vers le nord. Toutefois, un examen plus approfondi a permis de conclure qu'il s'agissait d'un acte post-mortem. En outre, on a découvert que de nombreux enfants tenaient de petits jouets dans leurs bras. Le corps d'une femme âgée a été découvert avec de nombreux os cassés et guéris au cours de sa vie, ce qui implique que cette société avait la morale et les ressources nécessaires pour s'occuper d'elle jusqu'à un âge avancé. Bien que l'on prétende qu'il s'agit d'un meurtre de masse, aucun des corps ne présente de signes de mort violente. La grotte de Lovelock. Le récit de la grotte de Lovelock, dans laquelle vivrait une tribu de géants blancs, est un exemple de géants vivant à l'ère moderne. La rumeur veut que les tribus Paiute et Shoshone aient passé de nombreuses années à combattre cette tribu de géants aux cheveux roux, jusqu'à ce qu'ils parviennent à coincer le dernier d'entre eux dans la grotte de Lovelock. Les Paiute et les Shoshone ont placé des broussailles enflammées à l'entrée de la grotte et ont prétendument étouffé les derniers d'entre eux. On dit que les colonies européennes environnantes n'ont pas tenu compte de ces événements et les ont considérés comme des histoires purement fantaisistes. Jusqu'à ce que plusieurs années plus tard, une équipe de mineurs collectant du guano de chauve-souris découvre non seulement des fosses de stockage dans les grottes, mais aussi du tulle, des appâts de chasse, des chaussures surdimensionnées, des crânes, des ossements humains géants. 20 000 artefacts en tout ont été découverts dans la grotte de Lovelock. L'idée qu'il puisse s'agir d'un canular est encore plus ridicule que l'idée que ces objets aient été créés par des géants. Monticules géants. Dans de nombreux États, on trouve ces étranges collines massives, parfois appelées monticules indiens. Au XIXe siècle, de nombreuses personnes ont déclaré avoir creusé dans ces monticules et déterré des squelettes géants mesurant entre 2 et 3 mètres de haut. Entre le milieu et la fin des années 1800, de nombreuses sources réputées ont fait état de ces découvertes, notamment le New York Times. Il est probable que les connaissances étaient très différentes à cette époque. Bien que les Amérindiens aient presque tous des géants dans leur histoire, on nous dit encore à l'école que de telles choses relèvent de la fantaisie. Les Amérindiens sont ainsi présentés comme des sauvages sans cervelle, incapables de faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De nos jours, ces monticules sont devenus des sites protégés et sont considérés comme très sacrés pour les cultures amérindiennes qui les auraient construits. Lorsqu'on les interroge sur ces questions, des organisations comme le Nat Geo et le Smithsonian Institute détournent la conversation des géants vers le gigantisme. Il s'agit d'une tentative superficielle de dissimuler ce qui ne peut être vu. Le gigantisme chez l'homme est statistiquement très faible, environ 0,00007%. Pour expliquer tous les corps géants découverts, il aurait donc fallu déterrer 2,5 millions de corps pour trouver autant de squelettes déformés. Si ces points ne vous convainquent pas, considérez le fait que nous avons une citation d'Abraham Lincoln qui dit « Les yeux de cette espèce de géant disparu, dont les ossements remplissent les monticules d'Amérique, ont contemplé le Niagara comme les nôtres aujourd'hui. » Ce que nous voyons quand nous regardons tous les écrits qui nous ont été transmis, quand vous voyez des armoiries, c'est du symbolisme laissé pour les initiés. Nous voyons ces symboles partout dans les livres de la Nouvelle-Amérique. Mais dites-moi, pourquoi n'enseignons-nous pas ce livre dans les écoles? C'est l'un des premiers livres sur l'Amérique. Ne devrions-nous pas voir à quel point ils étaient incorrects? Ces symboles sont des symboles phéniciens et vous les verrez partout dans l'architecture. Dans la communauté Tartaria sur YouTube, l'idée est que les Phéniciens sont ces contrôleurs qui ont tout pris et réécrit l'histoire. C'est peut-être le cas, mais l'idée est qu'ils n'ont pas construit l'architecture. Les Tartares ont construit l'architecture et les Phéniciens ont en quelque sorte nettoyé et ajouté leurs symboles. Mais je vois dans ces symboles plutôt la cause des Vénitiens et non celle des Phéniciens. Les Phéniciens sont l'une des grandes races qui ont établi des colonies dans le monde entier. Dans la Bible, ils sont cités comme les grands bâtisseurs du temple de Salomon. Et dans ces gravures vénitiennes, vous verrez leurs symboles partout dans les bâtiments. Les Vénitiens sont les plus susceptibles de s'emparer d'anciennes architectures aryennes et de les faire leurs. Un bref résumé de la façon dont cela pourrait être le cas. Pour comprendre le mal qu'est Venise, il faut se pencher sur la description que font les grands poètes de l'incroyable duplicité que représente Venise.
Les œuvres de Marlowe dans Le Juif de Malte et de Shakespeare dans Le Marchand de Venise et surtout dans Othello, le mort de Venise, il ne s'agit en aucun cas d'une attaque à l'encontre d'un groupe de personnes. Nous examinons simplement l'histoire et arrivons à certaines conclusions. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je dis pour la vérité. Faites vos propres recherches. Venise a collaboré avec les Turcs pour créer une république de l'usure et de l'esclavage. Contarini est une figure clé de Venise dans sa guerre contre l'humanité. Contarini a été formé à l'université de Padoue. Il est le fils d'une des plus anciennes familles de Venise. Toutes les familles de l'oligarchie vénitienne envoyaient leurs enfants à l'université de Padoue pour qu'ils reçoivent une formation aristotélicienne. Pour comprendre Venise, il faut comprendre qu'Aristote est le mal à l'état pur. Aristote est presque illisible. Alors, qu'est-ce qui a rendu ses œuvres si influentes sur la civilisation occidentale ? Aristote est un défenseur acharné de la société oligarchique. Dans sa politique, Aristote est le plus explicite. Sa théorie sur le but de la politique est de maintenir l'inégalité. Le fondement même de la politique d'Aristote est le maintien de la relation maître-esclave, parce qu'elle est, comme il l'affirme, naturelle. Que l'un commande et que l'autre obéisse est à la fois nécessaire et opportun. En effet, certaines choses sont ainsi divisées dès la naissance, certaines pour gouverner, d'autres pour être gouvernées. Il est donc clair que, par nature, certains sont libres, d'autres sont esclaves, et que, pour ces derniers, il est à la fois juste et opportun qu'ils servent en tant qu'esclaves. Alors je ne dis pas que quelqu'un a fait quoi que ce soit, et il n'y a rien d'offensant à ça. Nous pouvons regarder ces événements dans l'histoire et simplement étudier les écrits de certains de ces personnages clés, alors leurs intentions deviennent très claires. Ces citations ne sont pas non plus sorties de leur contexte. Il est vrai que même Platon plaide en faveur de l'esclavage, mais à la différence d'Aristote, Platon fonde son État sur l'idée de la justice. Il suffit de comparer la politique d'Aristote avec la République de Platon, où Platon lance dès le début une diatribe contre le pouvoir arbitraire. Je soutiens que la raison pour laquelle Aristote était si influent à Venise est que Venise était une société esclavagiste basée sur le principe de l'oligarchie. Dans une autre vidéo, je reviendrai en détail sur ce qui se passe ici, mais en gros, cette idéologie s'est répandue en Angleterre par l'intermédiaire de Paolo Sarpi. Cette phrase peut être comprise comme la lutte entre Giovanni, jeune maison, et Vecchi, vieille maison. Dans cette phrase, une faction très radicale a pris le dessus. Paolo Sarpi était nominalement un moine servite, exceptionnellement talentueux, mais il était bien plus que cela. Il était le principal organisateur des Giovanni, des salons et de la société secrète de Venise qui planifiait la destruction du christianisme dans le cadre de ce qu'on en appellera plus tard la franc-maçonnerie. Dans un livre sur Sarpi, un historien moderne du nom de Wotton prouve que Sarpi a été le créateur de l'empirisme et qu'il a enseigné à Francis Bacon sa soi-disant méthode scientifique. Cet ouvrage prouve que Sarpi s'est révélé dans son œuvre un athée radical. Pensez à l'influence qu'a eu Francis Bacon sur le christianisme, puisqu'il a été l'un des rédacteurs, voire le principal rédacteur de la Bible du roi Jacques. Cela permet également de comprendre pourquoi une cosmologie spécifique nous est enseignée dans les écoles. Sarpi est le véritable fondateur du modernisme et des Lumières. Avec ses idées, il a créé la franc-maçonnerie qui domine l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui. De cette épreuve sont nés Giordano Bruno, Galilée, le culte rosicrucien et la guerre de 30 ans. Les Giovanni devaient consciemment créer leur propre faction au sein de la noblesse anglaise. L'anglais devait être totalement contrôlé. La manière dont les Giovanni fonctionnaient était la création d'une classe de marchands contrôlés par les protestants. La création de la Compagnie de Venise par le comte de Leicester, fondateur du mouvement puritain en Angleterre, en est l'illustration la plus explicite. C'est à lui qu'ont été accordées certaines routes commerciales. En 1581, une autre compagnie commerciale est créée avec un accord vénitien, la Compagnie de Turquie. Ces deux compagnies fusionnent ensuite et deviennent la Compagnie du Levant, qui deviendra plus tard la tristement célèbre Compagnie britannique des Indes orientales. Ces symboles sont l'élite qui vous raconte en secret une autre histoire. Ces livres sur l'histoire du Nouveau Monde sont remplis de ces symboles. Et que se passe-t-il ici ? Vous pouvez également constater que ces symboles sont beaucoup plus anciens et qu'ils sont utilisés depuis longtemps. L'histoire est en train d'être réécrite. En effet, l'architecture phénicienne est toujours présente dans les grandes villes du monde entier, depuis Cadix en Espagne à Venice en Californie. Pourquoi des colons se rendraient-ils en Amérique pour être libres et commenceraient-ils à construire une architecture de type européen ?
Cela n'a aucun sens. Elle existait déjà, et il n'y a pas si longtemps, il y a 200 à 300 ans, il y a eu une grande remise à zéro, et il y en a eu probablement plus d'une. Les grandes expositions du monde sont toutes organisées par le même établissement afin de maintenir ce mensonge permanent. Combien de villes ont été détruites par le feu? Pourquoi avoir fait tous ces efforts pour construire une exposition avec tous ces détails ornementaux qui ressemblent à de la pierre pour la démolir ensuite en si peu de temps? Certains de ces bâtiments de San Francisco semblent beaucoup plus anciens. Et la vérité, c'est qu'ils ont l'air très antédiluviens, et il y a une raison à cela. Ces bâtiments étaient là avant le déluge, il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons complètement perdu le contact avec la réalité. 1000 ans de temps ont été rajoutés à notre calendrier. Pensez-y, il y a 1000 ans de littérature, de musique et d'art qui sont complètement absents. L'art que nous connaissons de la Renaissance est une autre escroquerie vénitienne dans laquelle des artistes ont été inventés pour tous ces grands chefs-d'œuvre à rien. Si l'on y regarde de plus près, aucun texte n'est antérieur aux années 1500, et si c'est le cas, c'est très probablement une invention. Ces écrits de Benzoni ne datent probablement pas des années 1500. Si vous regardez n'importe quel musicien classique, vous verrez un grand trou dans l'histoire juste avant les années 1700. Même chose pour la littérature, et bien sûr, ne vous méprenez pas, il y a des exemples d'écrits de différentes époques, mais la plupart du temps, ils n'ont pas la moindre idée de leur date. L'histoire telle que nous la connaissons n'est pas celle que nous pensons, et je ne suis pas le seul à l'affirmer, je n'en suis pas l'auteur. Comme beaucoup l'ont mentionné, Fomenko est une excellente référence. C'est un homme extrêmement intelligent, connu pour ses prouesses en mathématiques. L'un de ses principaux ouvrages est la nouvelle chronologie dans laquelle il explique comment l'histoire du courant dominant provient d'un homme connu sous le nom de Scaliger. Certains scientifiques connus ne sont pas d'accord avec la chronologie de Scaliger-Petavius et estiment que la chronologie réelle de l'Antiquité et celle du Moyen-Âge diffèrent de manière significative. De Arcilla, XVIe siècle. Il est connu simplement que de Arcilla prétendait que l'histoire ancienne avait été falsifiée au Moyen-Âge. Cependant, nous n'avons malheureusement trouvé aucun de ces ouvrages. L'université de Salamanque n'a pas non plus pu nous donner d'informations à leur sujet. Sir Isaac Newton, le grand scientifique physicien et mathématicien anglais, a consacré une grande partie de sa vie à la chronologie et a publié un gros volume intitulé « La chronologie des anciens royaumes modifiés » et à laquelle est ajoutée une courte chronique depuis le premier souvenir des choses en Europe jusqu'à la conquête de la Perse par Alexandre le Grand. Jean Hardouin, éminent scientifique français, auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la philologie, la théologie, l'histoire, l'archéologie et la numismatique. Il a également été directeur de la Bibliothèque royale de France et a écrit quelques ouvrages chronologiques avec des critiques acerbes de tout l'édifice de la chronologie scaligérienne. Il était d'avis que la plupart des soi-disant objets anciens étaient soit des contrefaçons, soit appartenaient à une époque beaucoup plus récente. Robert Baldauf, philologue allemand de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, professeur assistant à l'université de Bâle et auteur des 4 volumes intitulés Histoire et critique. Il est arrivé à la conclusion que les œuvres littéraires anciennes étaient beaucoup plus récentes que ce que l'on avait l'habitude de penser, guidées par des considérations philologiques. Baldauf a prouvé que ces œuvres étaient toutes médiévales dans leur origine. Edwin Johnston, historien anglais du XIXe siècle, a sévèrement critiqué la chronologie scaligérienne dans ses ouvrages, affirmant qu'elle devait être tronquée de manière drastique. Wilhelm Kameyer, scientifique et juriste allemand de la fin du XIXe siècle, a mis au point une méthode permettant de vérifier l'authenticité des documents anciens. Il a découvert que presque tous les documents anciens et médiévaux de l'Europe occidentale avaient été copiés ou falsifiés à une époque plus récente. Il en est arrivé à la conclusion que l'histoire ancienne et médiévale a été falsifiée et a écrit plusieurs livres sur le sujet. Citation. La chronologie de l'histoire ancienne et médiévale dans sa forme actuelle a été créée et pour l'essentiel conclue dans une série d'ouvrages fondamentaux des XVIe et XVIIe siècles qui commencent avec les écrits de Josephus Justus Scaliger, appelé le fondateur de la chronologie moderne en tant que science par le chronologiste moderne E. Beckerman. Les ouvrages de base de Scaliger et Denis Pétot, aussi appelé Petavius, datent du XVIe-XVIIe siècle et présentent la chronologie ancienne comme un tableau de dates donné sans aucune raison. Elle est déclarée fondée sur la tradition ecclésiastique. Cela n'est guère surprenant puisque l'histoire est restée essentiellement ecclésiastique pendant des siècles
et a été écrite pour l'essentiel par le clergé. On considère aujourd'hui que les fondements de la chronologie ont été posés par Eusèbe Pamphile et saint Hiéronyme au 5e siècle de notre ère. Sur la figure 1-6, nous avons une peinture médiévale d'Eusèbe Pamphile de Césarée datée de 1455. Il est intéressant de noter qu'Eusèbe de Césarée est peint dans des vêtements typiquement médiévaux de l'époque de la Renaissance. C'est probablement parce qu'il a vécu à cette époque et non à une époque antérieure. Bien que l'histoire scaligérienne attribue Eusèbe au IVe siècle de notre ère, dans les années 260-340, il est intéressant de noter que son célèbre ouvrage intitulé « L'histoire des temps de la Genèse au Concile de Nicée », la soi-disant chronique, ainsi que le traité de saint Hiéronyme, n'ont été découverts que très tardivement au Moyen-Âge. En outre, les historiens affirment que l'original grec n'est plus disponible que sous forme de fragments complétés par la traduction ad libitum de saint Hieronymus. Il est très significatif que la chronologie scaligérienne ait été initialement créée dans le cadre du paradigme de l'Église catholique d'Europe occidentale, qui était restée sous son contrôle ferme pendant une longue période. De nombreux chronologistes éminents d'Europe occidentale des XVIe et XVIIe siècles appartenaient au clergé. Scaliger, par exemple, était théologien. Tischendorf, le père fondateur de la paléographie, était docteur en théologie, et Dionysius Petavius, un jésuite, est l'auteur de plusieurs écrits théologiques. L'idée que les Grecs et les Romains sont les civilisateurs de la société est un mensonge complet. Il affirme que les événements relatés dans la Bible sont beaucoup plus récents que vous ne pouvez l'imaginer. L'Ancien Testament serait en fait plus récent que le Nouveau Testament, ironiquement. Selon Fomenko, les événements de l'Ancien Testament remontent à moins de 500 ans. La nouvelle chronologie proposée par Sir Isaac est beaucoup plus courte que la chronologie consensuelle de Scaliger. Newton a déplacé la plupart des événements datés comme précédant l'époque d'Alexandre le Grand plus tard dans le temps, plus près de nous. Sa révision n'est pas aussi radicale que celle contenue dans les écrits de N.A. Morozov, qui estimait que la version scaligérienne de la chronologie antique n'était valable qu'à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Notons que Newton n'est pas allé plus loin dans le temps que le repère avant-après Jésus-Christ dans ses recherches. Le premier chercheur de notre époque à avoir soulevé la question de l'apport d'une base scientifique à la chronologie consensuelle dans son intégralité et de manière assez radicale est Nikolai Alexandrovitch Morozov. En 1907, Morozov publie un livre intitulé « La révélation dans la tempête et l'orage », dans lequel il analyse la datation de l'Apocalypse du Nouveau Testament et arrive à des conclusions qui contredisent la chronologie scaligérienne. En 1914, il publie « Les prophètes », qui contient une révision radicale des datations scaligériennes des prophéties bibliques. Entre 1924 et 1932, Morozov publia l'ouvrage fondamental « Le Christ » en 7 volumes. Le nom initial de cet opus avait été « L'histoire de la culture humaine du point de vue des sciences naturelles ». Il contient des critiques détaillées de la chronologie scaligérienne. Le fait important découvert par Morozov est que la chronologie consensuelle scaligérienne est basée sur un concept non vérifié. Après avoir analysé un grand nombre de documents, Morozov a avancé et partiellement prouvé l'hypothèse fondamentale selon laquelle la chronologie de Scaliger avait été élargie de manière arbitraire par rapport à la réalité. Cette hypothèse était basée sur les répétitions de pavés de texte que Morozov avait trouvés, à savoir des pavés de texte qui décrivent apparemment les mêmes événements mais qui sont datés différemment et considérés comme n'ayant aucun rapport avec notre époque. La publication de cet ouvrage a suscité de vives discussions dans la presse et ses répercussions se retrouvent dans la littérature contemporaine. Un certain nombre de contre-arguments rationnels ont été avancés, mais la partie critique du Christ est restée incontestable dans son intégralité. Morozov n'est pas allé plus loin que le VIe siècle après Jésus-Christ dans le temps, considérant que la version consensuelle de la chronologie du VIe au XIIIe siècle était fondamentalement correcte. Nous verrons que cette opinion s'est avérée gravement erronée. Avant le XIIIe et le XIVe siècle, les appareils de mesure du temps étaient rares et luxueux. Même les scientifiques n'en possédaient pas toujours. L'anglais Valcherius déplorait l'absence d'horloge qui avait nui à la précision de ses observations d'une éclipse de lune en 1091. Citation : « Les horloges courantes dans l'Europe médiévale étaient les cadrans solaires, les sabliers et les horloges à eau ou clepsydres. Cependant, les cadrans solaires ne servaient que par beau temps et les clepsydres restaient rares.
À la fin du IXe siècle après Jésus-Christ, l'usage des bougies pour la mesure du temps s'est généralisé. Les historiens modernes fondent leurs observations sur la chronologie scaligérienne, estimant que les auteurs médiévaux avaient atteint un état de grande confusion en ce qui concerne les concepts et les époques, en raison de leur prétendue ignorance, et qu'ils avaient confondu l'ancienne époque biblique avec l'époque médiévale. Les peintres médiévaux, par exemple, ont continué à représenter les personnages bibliques et anciens dans des costumes typiquement médiévaux. Cependant, un autre point de vue est également viable qui diffère de l'explication traditionnelle de l'amour des anachronismes. Il s'agit du fait que toutes les affirmations des chronophages et des artistes médiévaux ont pu refléter la réalité et que nous les considérons comme anachroniques parce que nous suivons la chronologie scaligérienne erronée. Les plus anciennes copies plus ou moins complètes de la Bible sont les manuscrits d'Alexandrie, du Vatican et du Mont Sinaï. Ces 3 manuscrits sont datés de la seconde moitié du IVe siècle. La langue du codex est le grec. On sait peu de choses sur le codex du Vatican. Personne ne sait comment l'artefact s'est manifesté au Vatican vers 1475. Le codex d'Alexandrie est connu pour avoir été donné au roi anglais Charles Ier par le patriarche Cyril Lucaris. Ainsi, les 3 codices les plus anciens de la Bible ne font surface qu'après le XVe siècle de notre ère. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'histoire de ces documents peut être retracée jusqu'à 1475 après Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'existe pas d'autre Bible grecque ancienne plus ou moins complète. Il n'existe pas de manuscrit hébraïque de la Bible antérieure au IXe siècle après Jésus-Christ, bien que ceux d'une époque plus récente, principalement le milieu du prétendu XIIIe siècle après Jésus-Christ, soient conservés dans de nombreuses bibliothèques nationales. Le plus ancien manuscrit hébraïque est un fragment des Livres des prophètes daté de 859 après Jésus-Christ. L'un des 2 manuscrits les plus anciens est daté de 916. L'autre est daté de 1008 après Jésus-Christ et contient le texte de l'Ancien Testament. L'histoire scaligérienne insiste sur le fait que tous les événements concernant les patriarches bibliques se sont produits précisément et exclusivement sur le territoire de la Mésopotamie et de la Syrie moderne. Néanmoins, il est immédiatement reconnu que, en ce qui concerne l'identité des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, on ne peut que répéter que les informations obtenues à la suite des fouilles les plus fructueuses en Syrie et en Mésopotamie ont été extrêmement maigres ou tout simplement inexistantes. Il est dit de manière évasive que l'intensité historique de cette tradition n'est pas confirmée archéologiquement, mais sa plausibilité historique l'est, ainsi qu'un récit des circonstances qui ont pu être le cadre de la biographie des patriarches. L'archéologie ainsi que la science historique en général ne peuvent trouver aucune preuve de la légende biblique sur l'esclavage égyptien des Juifs. L'égyptologue Wilhelm Spielberg nous dit que ce que la Bible nous raconte sur le sort d'Israël en Égypte n'est pas plus un fait historique que les récits de l'histoire égyptienne rapportés par Hérodote. Les recherches archéologiques montrent que les livres de l'Ancien Testament n'ont aucune preuve archéologique de leur localisation et de leur datation comme le suggère la tradition scaligérienne. Ainsi, toute la théorie biblique mésopotamienne devient discutable. Le travail de Fomenko est très dense et il me faudrait une série entière pour le couvrir, mais sachez qu'il ne s'agit pas de simple fantaisie. Pourtant, le Vatican détenant des documents d'archives d'une valeur de 80 km, on peut se demander ce qu'ils peuvent bien renfermer. Le sceptique rationnel dira qu'il s'agit simplement d'archives papales ennuyeuses. Oui, je suis sûr qu'il y a des archives papales, et des archives d'une valeur de 80 km. Cela impliquerait que l'histoire de l'humanité a duré bien plus longtemps qu'on nous le dit. Je sais que beaucoup de ceux qui ont déjà creusé dans le trou du lapin comprendront cette information, mais je veux qu'elle soit plus largement diffusée. Il s'agit en fait de comprendre qu'il y a peut-être eu un cataclysme dans le passé et qu'il était doté d'une sorte d'intelligence. Peut-être, juste peut-être, cela pourrait être contrôlé par certains individus. Je ne vise personne, mais je dis simplement que fondamentalement, il y a un groupe de personnes qui ne sont pas ce que vous pensez qu'elles sont. C'est tout ce que je dirais. Mais continuons. La Bible nous parle du déluge. Dans les mythes grecs, les histoires de Niobé et de Phéronée, il y a eu un cataclysme d'eau et de feu, et il y en aura beaucoup d'autres, dit Solon. Ce n'est pas une idée farfelue. À la base, un groupe d'individus a survécu au cataclysme,
et a saisi sa chance de conquérir le paradis terrestre, ou les anciennes légendes de Californie qui ne sont probablement pas si anciennes. Après le grand cataclysme, les Espagnols reviennent sur la terre, désormais gouvernés par une nation extérieure qui, ne disposant que de documents anciens et n'étant pas encore sûrs de ce qui se passe, part explorer la grande terra firma. Mais ils trouvent des cannibales blancs et chauves d'une grande force et d'une grande stature, et les femmes sont au pouvoir comme dans les histoires. Et si avant la réinitialisation, les occupants possédaient une technologie avancée, et qu'après la réinitialisation, les champs électromagnétiques envahissaient la Terre, on peut dire qu'ils étaient parfaitement conscients de leur calvitie et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur d'artiste, car dans un autre livre, ils coupent le cuir chevelu d'autres tribus et portent leurs cheveux en guise de chapeau. Toujours pour montrer le lien entre les Phéniciens, ce rituel consistant à verser de l'or dans la bouche de cette manière est exactement le même que celui montré dans ce vieux livre sur la destruction de la tour de Salomon, ce qui établit à nouveau le lien. Mais pour en revenir à ce que je disais à propos des technologies, un grand nombre de ces anciens bâtiments américains que nous appelons bâtiments historiques ont différents types de dispositifs énergétiques sur leur toit. De plus, les pères fondateurs devaient porter des perruques, ce qui n'est jamais expliqué en détail dans les écoles et me fait me demander si cela a quelque chose à voir avec ces cannibales blancs. Encore une fois, les gens auront du mal à l'accepter, mais les pères fondateurs ne sont probablement pas ce que nous pensons. Vraiment, Benjamin Franklin a découvert l'électricité en attachant une clé à un cerf-volant? Ah, les histoires qu'il nous raconte. Et qu'en est-il du mont Rushmore? Il a été sculpté avec de la dynamite? Peut-être, mais que se passerait-il si ses habitants étaient là avant le cataclysme, puis que quelque chose d'intense s'était produit et que tout avait été détruit? C'est peut-être avant le cataclysme que les cheveux ont commencé à tomber en raison de la technologie utilisée. L'électricité et la photographie sont probablement beaucoup plus anciennes que ce que l'on veut bien nous faire croire. Ils avaient des moyens de transférer l'électricité sans fil, ce qui a conduit à une accumulation de champs électromagnétiques provoquant des maladies chez les gens. S'agit-il des mêmes personnes que celles des gravures de Braille, mais après un grand cataclysme? Les chevaliers portent des casques en métal et je pense qu'ils ne les protègent guère des balles ou des épées. Ils savaient manifestement que ces individus avaient l'air assez malades, alors peut-être s'agit-il d'un document historique de dissimulation qui est enseigné aux francs-maçons, car nous pouvons voir tout le symbolisme tout au long du livre. Les Mormons n'ont pas créé les temples qu'ils possèdent, ils les ont simplement trouvés et déterrés de la boue. Savez-vous pourquoi on ne construit plus en briques? Certaines personnes ne se rendent pas compte de la complexité de la construction en pierre, et c'est la raison pour laquelle nous ne le faisons plus. C'est beaucoup trop de travail pour ces petits groupes de colons. Prenez également en considération le fait que le livre des Mormons vous dit que les Phéniciens sont venus en Amérique. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'une partie de ce latin était très difficile à traduire et que les traductions en anglais étaient très difficiles à trouver. Je me suis également dit que le latin semblait honnêtement un peu rétrograde et que cela ne collait pas vraiment quand on y réfléchissait. Comment pourrait-il s'agir d'une langue morte alors que les langues gaéliques sont toujours vivantes sous une forme ou une autre? J'ai également trouvé étrange que beaucoup de ces livres soient écrits en latin, puis traduits à partir de cette langue. On dit que le Pig Latin n'a aucun lien avec le latin. Mais je n'en suis pas si sûre. Le Pig Latin, qui est de l'argot anglais, est un jeu auquel jouent les enfants pour mélanger les mots, et il est également utilisé en programmation. Mais il vient d'un terme encore plus ancien, connu sous le nom de Dog Latin, dans lequel le prêtre créait de nouveaux mots en latin ou même réarrangeait la phrase. Je sais que certains mots sont dérivés du latin, mais lorsque vous les mettez tous ensemble, cela ne semble pas être une langue qui était réellement parlée. Cela semble être une sorte de code pour vous faire penser que toutes les différentes langues sont en fait originaires du latin, donc du grec, et encore une fois en donnant du crédit pour montrer que les Romains et les Grecs sont les civilisateurs de la société. De nombreuses preuves montrent que de nombreux mots anglais et hébreux sont dérivés du gaélique. On dit que les prêtres hébreux, après les Phéniciens, ont réarrangé l'alphabet hébreu afin d'éloigner le pouvoir de la langue des Chaldéens de l'homme ordinaire. Les chiffres ont également été réarrangés afin que l'ancienne langue, basée sur le symbolisme divin, soit corrompue pour être utilisée par les masses. Si c'est le cas,
nous pouvons commencer à comprendre l'ampleur des mensonges. Je n'ai pas l'intention que vous acceptiez cela comme une vérité, mais peut-être que vous commencerez à remettre en question ce que vous savez être vrai. Les anciens sont généralement perçus comme des primitifs par le grand public, comme s'ils étaient des hommes des cavernes ou quelque chose du genre, et que tout ce qu'ils accomplissaient n'était qu'une question de travail manuel. Les technologies du passé ont été volontairement cachées, et lorsqu'ils décident d'aborder le sujet, il s'agit toujours d'un mystère ou d'un rapport avec les extraterrestres. Si l'on se penche sur la question, il est évident que les anciens bâtisseurs du passé possédaient une technologie avancée. La plupart d'entre nous ont entendu parler des théories selon lesquelles la pyramide de Gizeh est une sorte de générateur ou de Puma-Pumku et de la précision des angles de coupe de la pierre. Ou encore des grottes d'Ellora en Inde, où il semble que les créateurs possédaient une sorte de technologie de taille de la pierre. C'est comme si c'était simple pour eux. Sinon, pourquoi passerait-il autant de temps à décorer avec des détails ornementaux? On ne voit rien de tel dans les constructions modernes. Et si c'était le cas, ce serait avec des matériaux bon marché. Les deux principales théories sont que ces objets ont été construits par des extraterrestres ou par des ancêtres évolués. La croyance des extraterrestres n'est en fait qu'un fétiche de science-fiction, qui est un concept relativement nouveau pour la race humaine. D'un autre côté, les ancêtres évolués sont mentionnés dans la tradition de nombreux philosophes et mythes anciens. Ce n'est pas une idée nouvelle, le concept de l'Atlantide, de l'âge d'or et du déluge est à la base de presque tous les mythes anciens. Il est possible de trouver des références à des technologies avancées dans les traditions anciennes du monde entier, mais nous y reviendrons dans un instant. Je suis sûre que beaucoup sont prêts à accepter que l'Atlantide était une réalité, mais beaucoup n'ont jamais envisagé que cette technologie ait pu exister dans notre culture bien plus récente que ce que nous sommes amenés à croire. Le chercheur Graham Hancock daterait cette culture du Dryas récent, il y a environ 12 000 ans. Et si ce n'était pas si loin, plutôt 1000 à 2000 ans, et que cette technologie s'est perpétuée jusqu'à notre époque moderne, rien de cette technologie n'est nouveau. L'histoire de nombreuses technologies modernes est fabriquée de toutes pièces, comme celle de la photographie, des avions, de l'électricité et même les ordinateurs. Mais la technologie dont nous disposons aujourd'hui n'est qu'un bébé par rapport à ce qu'utilisaient les anciens. Les anciens possédaient une puissante technologie EMF, ce qui veut dire Electromagnetic Field, champ électromagnétique. Ils utilisaient l'énergie libre de l'éther et avaient la capacité d'accéder à d'autres dimensions. L'éther était communément accepté par la science jusqu'à il y a une centaine d'années. Puis l'atomisation s'est emparée de notre pensée. La tentative d'expliquer tout ce qui se trouve dans la nature par une substance mesurable. C'est aujourd'hui une hérésie de mentionner l'éther ou l'énergie libre en science. Vous seriez ridiculisé et perdriez très probablement votre poste si vous adoptiez cette position sur le plan professionnel. Cette vidéo va expliquer comment l'histoire a été délibérément déformée, comment elle a été réécrite par les vainqueurs, et comment les villes les plus célèbres que nous habitons aujourd'hui appartenaient à une civilisation avancée il y a environ 300 ans. Une civilisation qui possédait des technologies EMF avancées. Nous passerons en revue l'histoire de l'électricité officielle, l'atomisme et l'antiscience, et les technologies avancées du passé. Une histoire déformée. Commençons par l'Atlantide, qui semble être un bon point de départ pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait d'accord pour explorer ce concept. Même les médias grand public en font la promotion. Il pourrait s'agir de la théorie des anciens extraterrestres selon laquelle l'Atlantide était en réalité une cité extraterrestre. D'autres pensent à l'Atlantide telle que Graham Hancock la présente. Et le problème, c'est que je sais que Graham Hancock n'est pas exactement le courant dominant, et je dis que des millions de personnes se penchent sur ce type de travail et sont complètement fascinées, et peuvent tout à fait accepter qu'il s'agit d'une réalité possible. Mais le problème, c'est que ces idées selon lesquelles l'Atlantide a été construite il y a 20 000 ans ou quoi que ce soit d'autre sont toujours conformes à l'idée que l'histoire dominante est tout à fait valide. Ces structures sont le résultat de dizaines et de milliers d'années d'érosion
comme si un être humain sur Terre avait vécu assez longtemps pour valider ce point. Cela suppose toujours que l'histoire de la Sumérie, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome s'est déroulée comme le suggère le courant dominant, mais qu'elles ont été développées longtemps après l'Atlantide. En fait, je pense que c'est vraiment bien qu'il parle de ces choses, parce que nous commençons lentement à nous représenter les anciens d'une manière différente. Nous acceptons que nos ancêtres étaient des sauvages, parce que cela nous permet de nous sentir mieux dans notre mode de vie actuel. L'idée que l'histoire récente a été manipulée n'est pas vraiment une idée partagée par le grand public. Elle a récemment gagné du terrain, mais elle n'est pas encore largement connue ou comprise. Beaucoup de gens connaissent l'Atlantide, mais peu se sont penchés sur l'idée de la Tartarie, de l'histoire alternative des États-Unis, des technologies éthériques des 300 dernières années ou sur l'idée que des contrôleurs sont à l'œuvre. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Il m'est impossible d'expliquer tout en une seule vidéo. Et il s'agira donc plutôt d'un résumé qui nous permettra d'élargir le sujet pour qu'il soit compris par un plus grand nombre. En bref, aux États-Unis, il existait une civilisation humaine avancée qui construisait une architecture avancée et des technologies d'ondes éthériques. Ils utilisaient des dispositifs de collecte de l'électricité statique atmosphérique sur l'ensemble des bâtiments. On parle là d'une civilisation qui a existé globalement il y a environ 300 ans. Puis tout d'un coup, la nouvelle Église a pris le dessus. L'anti-Église de la science et de la raison. La même raison qui a conduit à la propriété, aux banques, à l'ego et à l'autodestruction. Vous m'entendrez parler de cette ancienne Église, et je voudrais juste clarifier les choses pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. L'histoire moderne est un mouvement de civilisation d'est en ouest. J'essaierai d'avoir des annotations sur lesquelles vous pourrez cliquer et qui vous amèneront à des vidéos sur notre chaîne avec plus d'explications. Mais en gros, il s'agit de l'escroquerie de l'histoire. Cela n'explique pas pourquoi il existe des similitudes globales entre les cultures du monde entier. Nous avons tous développé des concepts similaires en matière de langage, de lignage, de chamanisme, d'agriculture, d'architecture, d'art et de danse. La théorie de l'isolement est largement acceptée, ce qui signifie qu'aucune de ces anciennes cultures n'a communiqué avec une autre. Mais il est évident que l'idée d'une civilisation ancienne mondiale a refait surface récemment grâce à des personnes comme Graham Hancock, Brian Forrester et bien d'autres. De sorte que l'idée de l'Atlantide balaie complètement la théorie de l'isolement et l'histoire dominante. Et cela reste un non-sens au regard des normes scientifiques modernes enseignées dans les écoles et les universités. Accepter ou même explorer ces idées détruit tout ce que l'académie moderne enseigne. Les livres d'histoire devraient être réécrits. Toute notre compréhension de la réalité serait un mensonge, et c'est tout simplement trop pour la plupart d'entre nous à l'heure actuelle. Nous sommes nombreux à pouvoir admettre que l'Atlantide a existé, et qu'elle a été détruite par une inondation majeure, une remise à zéro. Et selon Graham Hancock, il y a environ 12 000 ans. Que s'est-il passé après la chute de l'Atlantide ? Il y a eu un cataclysme mondial, un déluge qui a consumé la plus grande partie du monde. Puis il y a eu des survivants qui ont conservé la connaissance des sciences et des principes de la civilisation de l'âge d'or. Ces personnes savaient que le cataclysme allait se produire, peut-être grâce à la connaissance des étoiles ou à la divination. Et ils ont été sauvés, comme dans l'histoire de Noé. Un groupe de survivants a débarqué en Irlande et dans le nord de l'Espagne. Je recommande aux personnes qui ne connaissent pas encore ce sujet de consulter Irish Origins of Civilization de Michael Tsarion. Il explique les anciennes racines étymologiques irlandaises celtiques de toutes les langues, la suppression de l'histoire irlandaise et la diabolisation des cheveux roux. J'en parle dans la première vidéo que nous avons publiée, mais si vous cherchez la définition gaélique de Tartare, plus le livre est ancien, mieux c'est. Vous trouverez une référence à un soldat irlandais qui s'est battu en Extrême-Orient. L'histoire dominante affirme que les peuples celtes sont venus de l'Est, de la Mongolie, et se sont installés en Irlande, ce qui est attesté par les Romains. Ils ont essayé de décrire ce peuple celte comme des sauvages. Je soupçonne que tout cela fait partie de l'histoire tordue qui nous est donnée par les manipulateurs de l'histoire. Il s'agit d'un mensonge qui vise à cacher l'origine des sciences des Grecs et des Romains. Les Grecs et les Romains ont été inventés par les contrôleurs, peut-être les Jésuites. Il n'est pas difficile de découvrir que Joseph raconte ce qui s'est passé. En fait,
Joseph, l'un de nos historiens les plus célèbres, était un traître jésuite. Il a aidé ses parasites à prendre le pouvoir. Il a été récompensé par des richesses et un statut élevé. Les guerres romaines étaient en fait la prise de contrôle par les jésuites de la vieille société ou de la vieille église irlandaise d'Iesa. L'histoire romaine et l'histoire grecque sont des excuses frauduleuses pour expliquer l'histoire ancienne de l'époque où toutes ces anciennes architectures ont été développées. Ils ne pouvaient pas laisser les gens savoir que ces villes avaient été développées par une autre civilisation, alors que leur seule justification était d'inventer une histoire frauduleuse, en ajoutant littéralement des milliers d'années à la chronologie, afin que Rome soit perçue comme un empire plus glorieux. Et à qui reviendrait le mérite ? Les jésuites. La prise de contrôle de Rome par les jésuites a permis la falsification de toutes les écritures et le vol littéral de la Bible par les personnes qui l'ont élaborée. Pour le grec, vous pouvez voir que les auteurs anciens ont écrit sur les civilisations anciennes et ont écrit sur les hyperboréens. Puis Origène contre Celse est apparu, et Origène jette à la poubelle tous les anciens écrits des Grecs anciens. Et il dit fondamentalement que l'antiquité des Juifs est plus importante. Nous n'avons même pas les écrits de Celse, car ils ont été détruits. Tous les livres de l'Antiquité, ceux qui n'ont pas été publiés par la Nouvelle Église, ont été détruits. Imaginez la quantité de connaissances perdues lors de l'incendie légendaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Lorsque je parle des Grecs et des Romains, je parle de l'histoire dont nous sommes nourris. L'histoire que nous connaissons des Romains qui étaient des bâtisseurs extraordinaires et des Grecs qui étaient à la base de la pensée rationnelle et de la science n'est qu'une façade. Ces villes datent d'une époque beaucoup plus récente. Nous sommes d'accord pour dire que leurs sociétés sont postérieures à l'Atlantide, n'est-ce pas ? Ce que nous présentons, c'est qu'il s'agit vraiment des villes de la culture mondiale avancée. Et nous parlons bien d'une époque postérieure à l'Atlantide, oui. Il y a une vidéo de Martin Liedtke sur le Congo qui montre qu'il y avait une civilisation avancée de blancs vivant en Afrique et qu'elle était bien différente de ce qu'on nous force à croire. Il y avait de nombreuses villes, des lacs qui n'existent pas actuellement, et de nombreux châteaux, comme dans les contes de fées. Il y a eu une autre civilisation mondiale après l'Atlantide. Sinon, comment expliquer l'architecture commune dans le monde entier ? Par ailleurs, si ce que dit l'histoire dominante est vrai, pourquoi de nombreuses langues ont-elles leurs racines dans le gaélique et l'irlandais ancien ? Bien, c'est parce qu'après l'Atlantide, la connaissance de la civilisation s'est répandue à l'Est, un mouvement d'ouest en est, et ils ont même traversé l'Amérique en développant des villes sur les deux côtés. La loi a été créée à partir d'une église mondiale, l'église d'Ayesa. Citation. Dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des prêtrises et donné des alphabets aux races qui n'étaient pas encore éclairées sur ces questions. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont donné le nom d'Ojiji, terme qui n'a jamais été donné qu'aux plus anciens. Et c'est des Irlandais ariens que les Grecs ont tiré leur origine. De Conor McDarry, il est impossible de se méprendre sur les monuments laissés par les Irlandais, qui étaient autrefois les souverains et les maîtres de la terre entière. Leur domination s'étendait à tous les pays. Elle était mondiale. L'Irlande a été la première maîtresse des mers. Elle a été le premier et le seul empire mondial jamais connu, car il était spirituel. Son étendue dépassait celle que les Perses, les Grecs, les Romains ou les Moghols ont jamais atteinte. Et les vestiges de leurs œuvres, où qu'ils se trouvent, présentent une similitude indéniable de forme et de caractère. Ils sont énormes, immenses, conçus et réalisés selon un plan si vaste qu'il impressionne l'esprit de l'homme d'aujourd'hui. Ces vestiges s'étendent de l'Irlande, le long de la côte atlantique de l'Europe, à l'Afrique, le long de la mer Méditerranée, à l'Égypte, à l'Inde, à la Chine, à Java, à Tahiti et aux îles Carolines dans l'océan Pacifique Sud. Sur le continent américain, nous trouvons la tour ronde près de Newport, RI, qui témoigne de son origine irlandaise, et les grands monticules pyramidaux des vallées de l'Ohio et du Mississippi, les temples en ruine du Yucatan et du Mexique, ainsi que des vestiges similaires en Amérique du Sud, sont autant de preuves de leur travail. Tous ces vestiges ont la même origine.
et établissent sans l'ombre d'un doute que les Irlandais ont été les premiers véritables découvreurs de l'Amérique et qu'ils ont établi la civilisation sur ce continent occidental. C'est la tradition fondée sur ce qui a donné espoir et encouragement aux aventuriers ultérieurs. Le nom même de Dieu chez les Indiens de notre pays était un nom irlandais dérivé de ces missionnaires et explorateurs des siècles avant la naissance de Christophe Colomb ou d'Éric le Rouge. L'un des noms irlandais de Dieu est Man, et Manita est le mot irlandais pour saint. Le nom indien de Dieu était Manitou, le saint. Les Indiens avaient également un autre nom pour Dieu, lui aussi irlandais. Il s'agit de Manabasha, le dieu soleil. Il s'agit d'un mot composé de la racine man, saint, et basha, des vaches du taureau, pratiquement le même que Baal, le dieu soleil irlandais. Ce nom signifie donc le saint donneur de vie ou le saint créateur. Quiconque connaît la langue celtique reconnaîtra immédiatement ce fait, de même que tous les étudiants compétents en philologie. La plupart des gens n'en sont pas conscients parce qu'il s'agit d'une histoire étouffée ou parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'une sorte de nationalisme. Cela n'a rien à voir avec cela. De nombreuses légendes issues de cultures du monde entier parlent de géants aux cheveux blancs et roux qui possédaient une technologie avancée. Le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et d'effacer la compréhension qu'ils ont de leur histoire. George Orwell, auteur de 1984. Par exemple, le dieu roux barbu et à plumes Quetzalcoatl, sculpté dans la capitale Olmec, est appelé Oncle Sam, avec un grand nez et une barbe d'apparence largement sémitique, qui serait arrivé d'une île de l'autre côté de la mer, disparue après un grand déluge. J'ai une vidéo sur les liens entre les Irlandais et les Phéniciens. Mais ce n'est pas la même chose. Les Phéniciens sont une sorte de culte obscur issu des druides celtiques qui a ensuite évolué vers l'adoration de Baal ou Saturne. Probablement celui qui provoquait tous ces cataclysmes. En fait, ces cataclysmes ont commencé à se produire parce que les dieux se sont mis en colère. La sagesse avait été ramenée sur Terre et l'unité avait été réalisée dans le domaine matériel. C'est ce que racontent les évangiles gnostiques. Il y a eu une scission entre l'ancienne église, l'église de Aessa, et la nouvelle église, l'adoration de Baal ou le matérialisme. L'ancienne église était une utopie basée sur l'ancien âge d'or de l'Atlantide. Elle était fondée sur la loi naturelle et sur la recherche de la sagesse. L'église de Aessa louait toujours le soleil, mais c'était une analogie de la beauté du Dieu invisible. La nouvelle église de Baal s'est développée pour devenir l'Empire romain. La confusion vient du fait que nous datons les Phéniciens d'il y a environ 4000 à 5000 ans dans l'histoire générale, alors que les Phéniciens ne sont qu'un nom de couverture pour une branche spécifique des anciens Juifs qui ne sont pas si anciens que cela. Ils datent d'une époque récente, peut-être de 500 ans. Cette nouvelle église secrète vénère un dieu démoniaque, le dieu fou de la Bible, Jéhovah, ou Saturne, Baal. Mais au fur et à mesure de leur montée en puissance, ils ont pris le contrôle des médias, la presse, et ont commencé à promouvoir la compréhension exotérique de la Bible pour les masses, ainsi que le point de vue athée et frauduleux du monde qui nie complètement Dieu, appelé science. L'église frauduleuse de Rome, contrôlée par les jésuites catholiques, voulait adorer le Dieu à l'origine de la catastrophe afin d'en maîtriser les effets. C'est l'histoire de la bataille de Jérusalem. Les anciens juifs ont été remplacés par de nouveaux juifs. Je vais m'arrêter un instant et ralentir, car si vous êtes novice en la matière, vous vous demanderez peut-être de quoi je parle. Surtout les personnes qui ont peur de l'idée des contrôleurs de l'ombre ou des Illuminati. Pourquoi les Phéniciens ou autres voudraient-ils s'emparer du monde en volant cette église ? Eh bien parce que cette ancienne église était le pouvoir spirituel de l'ancien monde. Ils ont voyagé à travers le monde pour civiliser le monde entier, comme je l'ai mentionné dans Donnelly's Atlantis. Si vous pensez que l'histoire de l'Atlantide est vraie, alors Donnelly's Atlantis a été l'un des premiers livres importants sur le sujet. Celui qui domine l'Église domine le monde, littéralement. Ainsi, lorsque je parle de Phéniciens, j'ai une définition différente de celle du grand public, et ce n'est pas une phrase simple, alors soyez indulgents avec moi. Les Phéniciens est un nom de couverture pour la culture maritime avancée de l'ancien passé. Ce nom a été créé par la nouvelle église de Rome pour cacher l'histoire de l'ancienne église de Aessa, qui est devenue ce que nous appelons aujourd'hui les Juifs,
C'est un peu des deux histoires, c'est pourquoi c'est si confus. Les Phéniciens ont été les premiers à développer le langage, mais il s'agit en fait de l'histoire des anciens Irlandais. Le culte de Baal et le matérialisme ne sont apparus que plus tard. L'histoire des Phéniciens commence avec celle des Irlandais, puis une pensée parasite s'est installée et ils ont commencé à vénérer Baal. Je dis que les Phéniciens se sont développés il y a environ 500 ans, alors qu'il y avait beaucoup d'autres villes et civilisations développées par les Irlandais qui ont ensuite évolué vers leur propre culture. Pour les Phéniciens, ce sont les Irlandais qui se sont transformés en Juifs. Rapprochons-nous de l'Atlantide. Il existe un ancien manuscrit connu sous le nom d'Oeralinda qui parle de cette époque. La raison pour laquelle nous n'entendons pas parler de ce manuscrit est qu'il s'agirait d'une fraude. La véritable raison pour laquelle les universitaires du courant dominant croient cela, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas accepter la datation. Oeralinda date de l'Atlantide, il y a 2000 à 4000 ans, ce qui ramènerait de nombreuses cultures à une époque beaucoup plus récente. Indépendamment de la datation, il est toujours intéressant de constater que l'Atlantide est référencée par Atlante, complètement séparée de Platon. Nous devons également garder à l'esprit l'hypothèse du temps fantôme ou les travaux de Fomenko. Et si c'est le cas, l'Atlantide pourrait avoir été créée il y a seulement 1000 à 2000 ans. Revenons à la façon dont les Irlandais sont devenus l'église phénicienne, vénitienne et jésuite romaine. Ok, pourquoi cette prise de pouvoir? Ou quel est le motif des Illuminati, n'est-ce pas? Pourquoi s'emparer de cette église si elle a éclairé le monde antique après la chute de l'Atlantide? Par Conor McDarry, le fait qu'il détienne un tel pouvoir autocratique l'a amené à se doter d'attributs divins afin de susciter l'admiration du peuple. De nos jours, les qualités de la divinité sont attribuées aux dirigeants. En Russie, en Chine, au Japon, et il n'y a pas si longtemps en Angleterre, on croyait que toute maladie qui ne cédait pas au traitement d'un médecin pouvait être guérie par un simple toucher de la main du roi ou même de son vêtement. Le chef de l'église d'État irlandaise a détenu ce pouvoir pontifical suprême en Europe jusqu'à ce qu'il soit contesté d'abord par la Perse, puis par la Grèce et plus tard par Rome, qui, lorsqu'un moment favorable est arrivé pour elle d'affirmer son indépendance, a mis en place conjointement une église et un État pour elle-même. En effet, il faut savoir que Rome était autrefois une colonie irlandaise. Le nom de Rome est un composé de deux mots irlandais. Ro signifie avant et homme qui signifie corps, terre ou tombe. Mais dans un sens mythique, il signifie avant le ciel, Ro, et la terre, Orne. Les deux signifiant ensemble le ciel et la terre, d'où la ville éternelle de Rome. Le fleuve de Rome, le Tibre, porte également un nom irlandais. Il tire son nom de Tuber, mot irlandais désignant un puits ou une source d'eau. Le Tibre est donc le fleuve de l'eau de source. Longfellow dit vraiment « Leurs noms sont sur vos eaux et vous ne pouvez pas les effacer ». Le fait est que l'Irlande a été la première puissance à coloniser les deux rives de la Méditerranée et que par conséquent, les colonies sont venues de l'ouest et non de l'est, comme nos astucieux historiens romains et britanniques voudraient nous le faire croire. Et le monde l'a cru jusqu'à présent. Mais la tromperie, une fois dévoilée, est trop claire pour que quiconque puisse s'y laisser prendre. Les enquêteurs ont suivi la fausse piste lancée par cette source et n'ont rien trouvé en Orient pour étayer l'affirmation selon laquelle les Aryens auraient migré de l'Est et colonisé vers l'Ouest. L'American Cyclopedia Art Ethnology, citée dans l'Atlantis de Donnelly, explique ceci. Bonfrey, L. Geiger et d'autres étudiants des anciennes langues indo-européennes ont récemment avancé l'opinion que le foyer originel des races indo-européennes doit être recherché en Europe, parce que leur stock de mots est riche en noms de plantes et d'animaux, que l'on ne trouve pas dans les langues des pays tropicaux et des autres pays d'Asie. Müller dit « Les nations qui sont comprises sous l'appellation commune indo-européenne, les Hindous, les Perses, les Celtes, les Allemands, les Grecs, les Romains et les Slaves ne partagent pas seulement les mêmes mots et la même grammaire, légèrement modifiés dans chaque pays, mais elles semblent avoir également préservé une masse de traditions populaires qui s'étaient développées avant qu'elles ne quittent leur foyer commun. Donnelly's Atlantis. Dans le livre de 1842, Etruria Celtica, ou Étrurie celtique, étude de la littérature et des antiquités étrusques,
où la langue de ce peuple ancien et illustre comparée et identifiée avec l'ibéro-celtique est montrée comme étant phénicienne. L'auteur établit de nombreux liens étymologiques avec l'ancienne langue irlandaise et aborde les symboles des pièces étrusques qui sont des emblèmes irlandais courants. Citation : « J'ai examiné cette langue et je me suis efforcé de la placer sous son vrai jour en démontrant des analogies et en éliminant la notion erronée de son affinité avec le gallois, le cornique et le bas-breton. Et j'ai accidentellement induit sa comparaison avec l'étrusque, qui a en effet répondu aux anticipations et aux attentes de Jackson en ouvrant de grandes découvertes dans l'Antiquité irlandaise et en dissipant l'obscurité qui cachait l'origine du peuplement primitif, non seulement de l'Irlande et des îles britanniques, mais de toute l'Europe celtique, et en déduisant leur origine des grands peuples civilisés et navigateurs commerciaux du monde, qui, avant la naissance de la grandeur grecque ou romaine, traversaient les mers et jouissaient de l'empire incontrôlé des profondeurs. » Fin de citation. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, et si vous me suivez, je vais vous présenter les différentes pièces du puzzle. Pour comprendre cette histoire alternative, il faut établir une base. Il y a tellement plus que je pourrais dire à ce sujet, mais la question qui revient le plus souvent est « Pourquoi les pouvoirs en place voudraient-ils nous contrôler ?» On ne peut même pas commencer à comprendre parce que nous sommes nourris d'une fausse histoire provenant de deux grands empires, Rome et la Grande-Bretagne. Les Phéniciens sont donc un petit groupe qui a commencé avec l'église de Ayesa dans la mer Noire, puis s'est développé en de multiples sectes, l'une étant les gnostiques et l'une des autres étant des parasites comme l'église de Baal. L'église de Baal s'est transformée en juif, ce qui date d'une époque vraiment plus récente, lorsque les jésuites ont pris le contrôle de Rome. Ok, en quoi cela concerne-t-il l'ancienne technologie ? Alors l'histoire de l'électricité vient de ces gens qui ont pris le contrôle de Rome. Ces personnes ont délibérément caché des technologies récentes et on nous a raconté des histoires de découvertes scientifiques accidentelles. Nous ne connaissons l'électricité que depuis 200 ans. Les anciens connaissaient bien les aimants qui se forment naturellement et il serait tout à fait possible de créer un courant puisqu'ils possédaient des batteries puissantes. Le cuivre était largement utilisé par ces anciennes cultures, alors qu'est-ce qu'il y aurait de si déconcertant à ce que ces cultures récentes possèdent une sorte de technologie de champ électromagnétique avancé ? Les pyramides génèrent un champ de torsion qui accède à de multiples plans d'existence, ce qui crée de l'énergie. Cette énergie peut transformer la conscience pour accéder à d'autres réalités, mais elle peut aussi être exploitée pour créer des objets physiques. Technologie éthérique. Les technologies de l'éther du passé ont existé et elles fonctionnaient grâce à l'énergie qui nous entourait. Elles n'avaient pas besoin d'être payées, elles n'étaient la propriété d'aucune entreprise. Rappelez-vous qu'il y avait encore des cultures qui suivaient la loi naturelle et qu'il s'agissait des restes de l'église d'Ayesa, qui avaient des villes et des forteresses dans le monde entier, y compris en Amérique. C'est ce que nous appelons la Tartarie ou Tartaria. Les restes de l'église d'Ayesa, les bâtisseurs originaux de toutes ces magnifiques architectures spirituelles. Mais nous avons aussi des Juifs qui sont venus en Amérique parce que ce culte phénicien s'est produit près de la mer Noire et selon le livre des Mormons, ces Juifs essayaient d'échapper à la guerre en cours. Alors ils ont fui en suivant une étrange technologie ancienne appelée le Layona et ils ont trouvé leur chemin vers l'Amérique. Ce qui signifie que ces gens n'appartenaient pas à l'église d'Israël, mais à une époque plus tardive où de nombreux cultes se développaient. C'est une autre histoire, mais ils ont fini par atterrir à Haïti et en Amérique du Sud, aidant à développer les civilisations aztèques et mayas. Le livre des Mormons parle aussi de cette tribu de Juifs qui est venue en Amérique et qui a rencontré un autre peuple avancé et déjà habitué à sa langue et à ses coutumes. Ces Juifs n'ont pas été envoyés par la nouvelle Église de Rome, mais étaient pour la plupart des gens qui ont essayé d'échapper à la confusion qui régnait et à toutes les guerres. L'histoire de Christophe Colomb, c'est l'histoire de la redécouverte des Amériques par les Jésuites ou l'Église ou Rome à travers l'Espagne. Il y a des cataclysmes constants et une lutte constante pour le pouvoir de la part de multiples parties différentes. Tant de connaissances ont été perdues et le savoir de terra firma est devenu un mythe et une légende. Je fais référence à cette nouvelle église de Rome qui n'est en fait qu'une corporation de culte Baal phénicien de la famille royale pourpre. Ils ont falsifié la plus grande partie de notre histoire. Les vrais Romains étaient l'une de ces cultures avancées de l'église de Ayesa
avant le cataclysme et la prise de contrôle par les parasites. Afin de prendre le contrôle, de nombreux dispositifs ont été développés pour dominer, contrôler. Et ils nous disent spécifiquement quels sont ces dispositifs. Dans presque toutes les publications de Grande-Bretagne et de Rome, les symboles comportent des emblèmes et des signes étranges qui font référence à la domination et au pouvoir. Le fasces est une arme électromagnétique utilisée par les royaux pour prendre le pouvoir. Pensez-y. Un faisceau de tiges rendrait une hache inutilisable. Citation. Il était étrusque avant d'être romain, et il a donc une longue histoire. Lorsque Rome a commencé à basculer dans l'autoritarisme, les fasces en sont devenus le symbole. Mais il a longtemps été considéré comme un symbole du pouvoir de Rome et de la volonté du peuple. Les fasces étaient une série de baguettes ligotées avec une tête de hache à l'intérieur et étaient portées par les licteurs, les gardes du corps de la Rome antique. Chaque fois qu'un dirigeant élu se déplaçait, les licteurs le suivaient. C'est ainsi que le bâton des licteurs, le fasces, est devenu un symbole de pouvoir, de gouvernement et de loi. Fin de citation. Les fasces sont des pistolets électromagnétiques. This same magnetic field is much more potent if it operates on an aluminium sheet instead of on the mercury. The reason for this is that aluminium is about 40 times more conducting than mercury. Of course, I could make it more potent still if I could put some steel behind the aluminium to improve the magnetic circuit. But instead of this, I'm going to change the shape of the motor. Can you imagine that the two sides were bent up? Having imagined that to be done, let's make a machine that looks like that. We should find that the windings are very simple, being only a row of coils like this. The moving part is a steel rod with a copper sleeve around it. We put it in the end of the tube and fire. Well, that wasn't a bad shot, was it? This electromagnetic gun seems to have taken us right back to the start with our rifle. It looks as if we can make an electromagnetic model of nearly anything. We've certainly managed to reproduce the gun. Citation. Le fasces est omniprésent dans la symbolique américaine depuis le tout début. On le trouve dans des dizaines, voire des centaines d'endroits en Amérique, principalement dans les institutions gouvernementales. La Chambre des représentants a utilisé un fasces pour représenter son maître d'armes à partir de 1789. Son utilisation est assez courante en référence à la loi et on la voit souvent aux côtés d'objets tels que des balances et des statues de la justice aveugle. On dirait un tas de brindilles attachées à une hache qui pourrait être l'une des armes les plus mortelles connues de l'humanité. L'élite sait ce que ce symbole signifie. Il l'utilise pour que nous sachions qui est au pouvoir. Fin de citation. Pour bien comprendre le fonctionnement des fasces, il faut parler des conditions atmosphériques du passé, de l'éther et des flips magnétiques. L'éther magnétique était plus puissant dans le passé. Il fluctue, entraînant des événements cataclysmiques et il pourrait même être isolé. L'enlèvement a déjà eu lieu. Lorsque l'énergie de ces champs s'accumule, il bascule et se réinitialise, provoquant toutes sortes de phénomènes tels que l'antigravité. Des appareils ont été développés pour accéder à cette énergie accumulée dans l'atmosphère et sont appelés appareils à éther. Il s'agit d'appareils à énergie libre conçus pour collecter l'énergie accumulée dans l'éther. La magie est également devenue plus possible car nos pensées imprègnent l'éther. Nos pensées ne sont plus que de subtiles vibrations visibles seulement par les clairvoyants ou même par les proches qui ont l'habitude de penser la même chose en même temps. Les Phéniciens, ou la Nouvelle Église, n'ont pris le contrôle qu'il y a environ 100 ans, de sorte qu'il y a eu une période pendant laquelle de nombreuses villes ne leur appartenaient pas encore. Comme je l'ai dit, les villes qui sont restées sont les vestiges de l'église d'Ayesa, comme la Tartarie, et elles utilisaient une technologie avancée. Ces villes comprennent Los Angeles, San Francisco, New York, Saint-Pétersbourg, Paris, Londres et bien d'autres. Elles disposaient d'un système d'éclairage à l'éther, d'un système d'aviation utilisant des dirigeables et d'autres véhicules volants. Elles disposaient d'un système d'éclairage à l'éther, d'un système d'aviation utilisant des blimps et d'autres véhicules volants.
C'est ce que sont nos églises. Elles génèrent de la puissance et de l'énergie, comme les pyramides, en utilisant des champs de torsion, par la symétrie et l'acoustique, et par l'utilisation d'un transmetteur. Cette transmission peut ensuite être utilisée pour des applications quotidiennes telles que l'éclairage et le chauffage, qui sont alors alimentés par de la vapeur. Nous n'apprenons que l'histoire du culte phénicien de Baal, ou comment les jésuites ont redécouvert les sciences remplies de personnages frauduleux et d'une chronologie complètement déformée. De nombreuses histoires de découvertes accidentelles de l'électricité ne sont pas accidentelles en réalité. Il s'agit simplement d'une histoire inventée pour expliquer une technologie trouvée ou volée. Cela peut paraître fou, mais les mythes du monde entier font référence à cette technologie de l'éther. Les antiquités dans l'histoire. Dans la littérature irlandaise ancienne, Cuchulainn possédait une lance magique divine au pouvoir surnaturel, mais Cuchulainn n'était pas le seul à posséder cette lance extraordinaire. Le dieu Lugh possédait une arme similaire, appelée lance invincible, ou lance de la victoire, dont les propriétés étaient similaires à celles de l'épée magique de Nuada, épée de lumière. Lorsqu'elle était lancée, elle atteignait momentanément sa cible. Cette arme était l'un des 4 trésors perdus des Tuatha Dé Danann. Chez les Grecs, le mécanisme Antikythera est un ordinateur analogique grec ancien utilisé pour prédire les positions astronomiques et les éclipses. L'éclair de Zeus, alias éclair de tonnerre, alias éclair de maître, est l'arme emblématique et le symbole du pouvoir du dieu olympien du tonnerre, Zeus. On dit que c'est l'arme la plus puissante et la plus redoutée sur terre et dans les cieux. Agita, considérée comme l'arme qu'Hercule utilisa pour tuer l'aigle Aquila, qui rongeait perpétuellement le foie de Prométhée. Les Grecs ont inventé un nouvel appareil appelé l'éolipile. Il s'agissait d'une petite boule en laiton munie de 2 buses, suspendue à un support et remplie d'eau. En allumant un feu sous la boule, l'eau se mettait à bouillir et de la vapeur sortait des buses, faisant tourner la boule. C'était une machine à vapeur miniature. Dans les Védas, l'électricité est mentionnée par le nom d'Indra. Le mot Vidyuta est également utilisé. Nous trouvons également une mention dans Agastya concernant la méthode de production d'électricité et la construction de batteries électriques. La référence pertinente peut être citée comme suit. Citation. Placez une plaque de cuivre bien nettoyée dans un récipient en terre cuite. Recouvrez-la d'abord de sulfate de cuivre, puis de sciure de bois humide. Ensuite, placez une feuille de zinc amalgamée au mercure sur la sciure pour éviter la polarisation. Le contact produira une énergie connue sous le double nom de Mitra Varuna. L'eau sera divisée par ce courant en Pranavayu et Udanavayu. On dit qu'une chaîne de 100 jarres donne une force très efficace. Fin de citation. Et on fait également mention des Vimana ou des anciens avions volants du passé. Nordique, Gugnir, qui veut dire balancement, est le nom de la puissante lance du dieu Odin, et il est possible que le terme balancement signifie qu'elle émettait des ondes vibratoires qui se balançaient ou se déplaçaient de façon rythmique d'avant en arrière. Dans les mythes nordiques, le Gugnir est l'arme la plus constamment et la plus puissamment associée à Odin. Odin et Zeus sont semblables, mais pas identiques. Odin est le père du tonnerre ou Thor. Il est le dieu de la sagesse, de la poésie, de la mort, de la divination et de la magie, le roi d'Asgard ou de l'éther. Oriental, aztèque, Xiuhcoatl, arme en forme d'éclair portée par Huitzilopochtli. Kenkonken, chakram de grande puissance manié dans la mythologie taoïste par Neza, personnage mythologique souvent représenté sous les traits d'un jeune et beau garçon portant des vêtements semblables à ceux d'un lotus. Il a 2 roues avec des flammes attachées à ses pieds et des anneaux de cheville en or. Le fasces n'était pas une hache, mais une technologie avancée des dieux. Wikipédia dit même que les fasces ont été développés pour la première fois par les Étrusques, alors qu'ils n'étaient littéralement que les premiers Irlandais. Sur cette représentation, on peut voir une statue phénicienne de la liberté avec un dispositif flottant dans la main, un autre objet électromagnétique utilisé par les contrôleurs. Dans la littérature védique, il est appelé Vajra, arme d'Indra, le dieu du tonnerre, et symbole de l'électricité. Vous pouvez également voir le caducée, qui est le symbole du dieu dans l'homme. Ceux qui portent ce symbole sont la race des dieux qui ont été électrifiés par les énergies de la Kundalini, l'être physique et métaphysique, l'être de l'éther.
Il est évident que les dispositifs électromagnétiques d'éther et les armes électroniques sont mentionnés dans une variété de traditions différentes, et beaucoup de ceux qui sont nouveaux dans ces sujets sont prêts à accepter que cela était possible en Atlantide. Mais pourquoi n'est-il pas possible qu'une civilisation récente ait eu cette technologie? Il y a 250 ans, les grandes villes d'Amérique n'étaient pas soumises aux nouveaux dirigeants. Nous n'avons commencé à nous étendre vers l'ouest qu'au 19e siècle, parce qu'une grande civilisation vivait dans l'ouest de l'Amérique. Et il en va de même pour les bâtiments anciens qui n'ont pas de photos de construction, ou alors si c'est le cas, c'est souvent des mises en scène ou ce sont carrément des faux. Saviez-vous que l'une des premières images de type Photoshop date des années 1850? Oui, il s'agit littéralement d'un assemblage de plus de 30 photographies. Je me demande pourquoi nous n'en entendons pas parler. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de l'ancien monde photoshopé. Je vous mets le lien dans la description. Alors pensez à tout ce qu'il est possible de simuler avec ceci. Imaginez, ils avaient la possibilité de faire des composites avec différentes vidéos à l'époque. Regardons quelques fausses images de Wright, que les gens croient encore réelles. Alors regardons cela. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir l'avion du hangar. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un mouvement sur le sol, mais je refuse de penser que cet avion-là a décollé. Et qu'il a atterri, parce que si c'était le cas, ils auraient fait une seule captation, mais vous verrez qu'il y a une espèce de trick derrière tout ça. Donc ils sortent l'avion, ils le poussent, ils le mettent en place, et puis il y a tout ce monde, et puis il y a ce composite plutôt malin qui se met en place. Alors, voilà, l'avion décolle, et là, il y a un autre clip qui démarre. Donc, on ne montre pas que ça décolle réellement. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que il y a deux captations superposées ici. C'est-à-dire que d'abord, ils ont filmé ce groupe de personnes ici, avec rien dans le ciel, donc sans cet avion qui est supposé décoller. Donc, ils ont filmer ça sans l'avion. Et ensuite, dans le studio, ils ont un modèle très similaire à cet avion. Et typiquement, ils ont filmé la maquette avec un fond vert. Bon, le truc typique d'Hollywood, si vous préférez. Pour pouvoir faire le composite, l'illusion que l'avion décolle. Mais si on fait bien attention, si on va voir un peu plus loin dans la vidéo, et quand l'avion revient, les gens ne font même pas attention. En fait, ils commencent même à s'en aller. Donc ce clip-là, il a été filmé à un autre moment. Parce que les gens ils ne font même pas attention à l'avion. Alors qu'on parle de l'un des premiers décollages de l'histoire. Regardez, là, ce type-là, il a même la tête vers le bas. Donc vous pouvez bien voir que, en fonction de l'orientation de leur tête, ces gens font même pas attention à l'avion. Donc, et là, la vitesse de l'avion ne semble même pas cohérente. Regardez, la vitesse à laquelle les pales tournent semble un petit peu lent. Donc, voilà, ça semble vraiment étrange, n'est-ce pas? Donc voilà, ils ne font même pas attention à l'avion, la perspective semble fausse, et ils vont même pas montrer l'atterrissage. Donc en fait, c'est juste un film hollywoodien. Alors, c'est peut-être pas 100% évident sur ce film-là, mais on va en voir un autre. Celui-ci est moins connu, mais c'est si évident que c'est du fake. Donc voilà, à nouveau, ils sortent l'avion, ils le préparent. Et puis, regardez, c'est la même chose. On ne voit pas une seule captation depuis le décollage à l'atterrissage. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est un trucage. Regardez. Donc ici, il y a cet appareil qu'ils utilisent et ça y est. Là, c'est le décollage, mais la captation est horrible. Et là, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un de réel. Et quand vous regardez vraiment bien, c'est un montage horrible. Vraiment.
Des poupées sur une maquette qu'on fait monter et descendre. Ils peuvent avoir fait ça à partir de plusieurs médiums, mais en fait, ils ont fait un montage à partir de 2 captations différentes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un art qu'ils avaient déjà mis en place et optimisé dans les années 1850. Je veux dire, c'est tellement évident. De vieilles photos de villes avec des bâtiments et une architecture étonnante, mais les gens sont à cheval, ou les routes sont en terre. Ça n'a pas de sens. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais la façon dont on nous dit que les avions fonctionnent est complètement absurde. Les moteurs sont de la haute technologie du passé. L'histoire bullshit. L'électricité et la photographie sont considérées comme des découvertes récentes, mais si l'on se penche sur l'histoire de la photographie, on s'aperçoit qu'elle est le fruit d'un accident, tout comme l'électricité. Passons en revue l'histoire de l'électricité. Dans les années 1700, Hauksbee a découvert qu'il pouvait créer une charge électrique visuelle à l'intérieur d'une sphère de verre sous vide remplie de mercure. Il était l'apprenti d'Isaac Newton et n'est même pas à l'origine de cette idée. Un scientifique plus âgé, Otto von Guericke, a développé le premier vide et expérimenté les phénomènes électrostatiques. Remarquez tout le symbolisme et le fait qu'il s'agit d'un autre scientifique italien. Il s'agit soit de mensonges, soit de l'histoire de la façon dont ces jésuites ont réappris les sciences. L'histoire de nombreuses inventions a été complètement fabriquée avec l'aide d'un faux scientifique créé au profit de l'Angleterre et de Rome. Notre perception moderne de l'électricité nous vient du célèbre Benjamin Franklin, qui aurait découvert que la foudre était de l'électricité. Certains pensent qu'il a découvert l'électricité, mais ce n'est pas le cas. Aucune de ces personnes n'a découvert l'électricité. Les anciens en étaient conscients, mais ils la percevaient différemment. Les bocaux de Leyde, on dit qu'il s'agit de la première batterie de base, le premier moyen d'accumuler et de conserver une charge électrique en grande quantité pouvant être déchargée à la volonté de l'expérimentateur. Nous avons expliqué que les anciens connaissaient bien l'électricité et les charges. Beaucoup connaissaient la pile de Bagdad et l'ampoule égyptienne, mais le nom même d'électricité vient des Grecs qui connaissaient bien l'action à distance ou l'électricité statique. Il y a une vidéo sur la chaîne de Conspiracy Are Us où il a montré quelques diagrammes de vieux bâtiments de la conférence sur le paratonnerre en 1882. Il s'agit d'un dispositif situé au sommet des maisons qui recueillerait l'énergie libre de l'atmosphère. L'énergie est ensuite stockée dans un grand bocal de Leyden. Cela signifie qu'il y avait dans la maison commune de nombreux appareils fonctionnant à l'électricité. Le courant dominant affirme que la connaissance de l'électricité statique remonte aux premières civilisations, mais qu'elle n'est restée qu'un phénomène intéressant et mystifiant, sans théorie pour expliquer son comportement et souvent confondu avec le magnétisme. Ils ont une théorie appelée l'éther, qui ne fonctionne pas avec leur modèle parce qu'il s'agit d'une substance non physique et que tout ce qui peut exister n'est que des données observables et établies, et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les anciens connaissaient donc l'électricité statique depuis des milliers d'années. Ils avaient de nombreuses légendes sur les grandes armes magiques de l'électricité, mais ils n'ont jamais pensé à une bonne théorie, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine. Non, mais les Grecs et les Romains connaissaient les générateurs de vapeur et les utilisations pratiques de l'électricité, alors ils ont juste une petite machine à vapeur sur leur bureau pendant qu'ils construisent certaines des structures les plus complexes du monde antique, c'est ça? Non, mais ce qui est encore plus ridicule, c'est comment on peut passer de l'installation de chevaux et de charrettes en Amérique à la construction d'églises à dômes massifs en l'espace de 20 ans. Ça n'a vraiment aucun sens. Vous devriez regarder la vidéo de John Levy intitulée Awakening 2020, donc le réveil 2020. Il y explique comment des bâtiments de la Philadelphia Electric Company sont mis en avant comme s'ils avaient été créés dans les années 1920. Certaines de ces cheminées pourraient être des démoléculiseurs éthériques qui pourraient transférer la matière dans le royaume éthérique et vice-versa, comme un portail. Si la plus grande bibliothèque du monde antique a pu être réduite en cendres, cela explique l'ampleur des manipulations qui ont eu lieu. Tout a été placé dans la propriété des parasites. Et tout ce qui fait allusion à l'histoire ancienne ou à la technologie avancée de l'Antiquité a été systématiquement supprimé et remplacé par des contrefaçons. C'est tout ce qu'on nous dit depuis le début des Grecs. Ce sont des contrefaçons juives, depuis Origène contre Celse, où Origène affirme que l'ascendance des Juifs est de la plus haute antiquité.
alors que Cels, comme d'autres philosophes grecs anciens, a tout écrit sur les anciens ancêtres des Hyperboréens, et à quel point ces gens étaient avancés. À une époque plus récente, les civilisations qui ont construit les grandes villes d'Amérique étaient une race avancée de peuples plus grands et maîtrisant l'art de l'électricité. Sur la vidéo des anciens géants blancs chauves, il existe des légendes indigènes qui s'y réfèrent spécifiquement. Ils ont construit les chemins de fer et se sont développés dans un royaume steampunk rempli de gadgets étonnants et de machines volantes. Ces personnes étaient des respirateurs qui absorbaient l'éther pour se nourrir. Ces magnifiques structures ont ensuite été réaffectées en centrales électriques, en tentant éventuellement d'utiliser la technologie déjà présente à l'intérieur de ces structures. L'invention Secrecy Act de 1951 est un ensemble de lois fédérales américaines visant à empêcher la divulgation de nouvelles inventions et technologies qui, de l'avis de certaines agences fédérales, présentent une menace potentielle pour la sécurité nationale des États-Unis. Il existe de vieilles photos d'étranges lignes électriques sans câble, de vieilles photos de bâtiments avec des antennes au sommet du toit. Le fer devant de nombreuses cheminées anciennes peut avoir été une sorte de dispositif de chauffage éthérique pour réchauffer l'intérieur de grandes pièces, ou il peut être beaucoup plus avancé que ce que l'on peut imaginer. Peut-être que dans le monde de steampunk, il y avait beaucoup de nuages et de smog, d'électrosmog, et qu'il créait des nuages artificiels de soufre qui accumulaient une charge électrique statique. Dans la vidéo de Conspiracy Are Us, il y a cette vieille représentation de feux d'artifice, et il y a quelque chose de très étrange à ce sujet. Il y a toutes sortes de perturbations électriques dans l'atmosphère. Et si c'était voulu, parce que c'est ainsi que fonctionnait la technologie, les paratonnerres au sommet des maisons ou de ces différentes centrales électriques absorbaient ces charges électriques dans l'atmosphère et les stocker pour une utilisation ultérieure. Je pense qu'à l'origine, tout était basé sur la technologie de l'éther. Mais à une époque plus récente, en particulier dans les villes tartares, reprises par les Phéniciens, ils ont eu besoin de redécouvrir comment ces technologies fonctionnaient. Les âges sales de New York et de Londres sont une période où ils ont repeuplé ces villes abandonnées. Les gens mangeaient des animaux et produisaient des quantités massives de déchets, ce qui a conduit à toutes sortes de problèmes. Ils ont brûlé les excréments et ajouté d'autres produits chimiques pour créer ces faux nuages dont je parle. La raison pour laquelle cela a été dissimulé est que cette technologie fonctionnait avec de l'énergie gratuite et que tous les gens avaient accès à des appareils avec de l'énergie gratuite infinie. Après avoir essayé d'utiliser la technologie tartare pour créer une nouvelle société, il y a eu à nouveau des cataclysmes et des inondations de boue, et ils ont décidé de ne pas utiliser les appareils atmosphériques, ce qui leur a permis de réinitialiser l'histoire et d'apporter des milliers d'orphelins. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nikola Tesla. Qu'il s'agisse de la technologie qu'ils utilisaient et qui a fini par s'accumuler et provoquer une inversion magnétique, ou qu'il s'agisse d'un phénomène naturel, la gravité s'est alors inversée, emportant toutes les personnes et les machines, même l'eau, puis se réinitialisant à nouveau, ne laissant aucune trace de personne, et lorsque l'eau tombe, elle provoque une inondation de boue. Bien, il aurait pu être intentionnel en utilisant l'un des dispositifs des dieux ou des fachesses. Vous ne pensez pas que les anciens ont pensé à manipuler le temps ? Et nous entendons l'histoire de la façon dont notre population moderne a redécouvert comment utiliser l'électricité à l'échelle d'une ville. Les scientifiques Galvani, Volta, Davy, Faraday, Maxwell sont d'autres scientifiques orphelins qui sont allés dans ces universités traditionnelles dans l'Empire britannique ou à Rome, et ces personnes essayaient à nouveau de redécouvrir ces secrets perdus après tous ces cataclysmes. Il s'agit soit d'orphelins promus par l'État ou l'Église, soit de personnes frauduleuses ou inventées avec peu d'images, soit d'écrits provenant littéralement d'une autre civilisation que l'on a simplement traduit et auquel on a attribué un nom. Il y a quelque chose d'étrange dans l'histoire du câble transatlantique. Notez également qu'il ressemble beaucoup aux fachesses. Peut-être s'agit-il d'une vieille technologie et que la gravure est plus récente ? La science dominante affirme que la pile voltaïque a été la première batterie électrique capable de fournir en continu un courant électrique à un circuit. C'est la première batterie capable de fournir un courant continu à cette nouvelle civilisation ecclésiastique. L'université de Padoue est pleine de fraudes et de nombreux scientifiques de l'histoire de l'électricité sont issus de cette université. En particulier au cours du prétendu XVIIIe siècle.
qu'est-ce qu'ils ont de si louche? Tout commence avec Aristote. Regardez Tartaria, partie 3. Je parle d'Aristote et de Venise, et de la façon dont cette philosophie s'est imposée. Les scientifiques de ces universités sont donc des francs-maçons ou ont un agenda. La plupart du temps, ces technologies ont été trouvées et volées, et des personnes ont été chargées de réorganiser cette technologie, comme la technologie voltaïque. La seule science que nous voyons est celle publiée par la nouvelle anti-église de Venise, Rome, Phénicie. On nous raconte des histoires complètement inventées, comme la tromperie de l'âge d'or. On nous dit que les millionnaires voulaient simplement commencer à construire des manoirs de style européen aux États-Unis. Ce n'est qu'avec Albert Einstein que l'éther a été retiré de la sphère scientifique. Auparavant, comme dans les équations de Maxwell, l'éther était suggéré comme source du phénomène l'éther lumineux. La raison pour laquelle ils disent que l'éther n'existe pas, et ils le savent sans aucun doute, c'est à cause de l'expérience Michelson-Morley qui a prouvé que l'éther n'existait pas. Il n'a rien fait de tel. Ils n'ont tout simplement pas trouvé le moyen de l'enregistrer. Et donc selon les atomistes, ils ne peuvent pas l'observer, il n'est pas réel. S'il ne peut pas être mesuré d'une manière ou d'une autre, alors il n'existe pas. Donc les rêves n'existent pas? Qu'en est-il de l'amour, de l'ambition ou de l'imagination? Ces choses ne peuvent pas être enregistrées par la science et sont pourtant bien réelles. Cela signifie-t-il qu'elles n'existent pas? Bien sûr que non. Ok, alors comment l'expérience a-t-elle prouvé quoi que ce soit? Aujourd'hui, la science moderne pense que la gravité est en quelque sorte une fonction des particules et de la mécanique quantique. La physique moderne dit que les gravitons causent la gravité et que la lumière est une particule et qu'elle a un certain type d'émission. Il n'y a pas de lumière, c'est juste une perturbation de l'éther, tout comme la matière, mais à un degré beaucoup plus élevé. Les atomes ne sont que de l'espace vide, alors comment la matière peut-elle être solide? La physique quantique n'arrive pas à comprendre pourquoi les électrons passent d'une particule à une onde en fonction de l'observateur. La plupart de ces concepts ne sont même pas compris par les personnes qui les ont élaborés, l'intention première étant de promouvoir ce programme d'Aristote. Même Nikola Tesla a dit qu'Albert Einstein était un idiot. Et oui, jusqu'à ce jour, la physique moderne n'explique toujours pas l'action à distance, la lumière et le magnétisme. Elle n'explique pas les phénomènes. Elle se contente de leur donner un terme et une équation. Mais cela n'explique rien du tout. Conclusion. Nous avons abordé plusieurs sujets différents sur la chaîne concernant ces concepts. Il commence à devenir clair qu'il y a un agenda pour contrôler l'information et supprimer la vérité. Et si l'Atlantide était beaucoup plus récente qu'on ne l'imagine? Après la chute de l'Atlantide, des survivants ont débarqué en Irlande et en Espagne du Nord, préservant les fondements de la civilisation de l'âge d'or. Ces anciennes méthodes ont ensuite été transportées à travers le monde pour éduquer ceux qui avaient souffert du grand cataclysme. Il en résulta une nouvelle église mondiale, l'église d'Ayesa, qui établit de grandes villes à travers le monde, devenant ainsi la première puissance maritime. Puis un échange s'est produit. C'est la prise de pouvoir des Phéniciens. Les Jésuites s'emparent de Rome et la quête de la domination mondiale commence. À cette époque, de nombreux cataclysmes se produisaient, contribuant au processus de la prise de pouvoir par les Phéniciens maléfiques. Mais avant ces cataclysmes, il existait de nombreuses civilisations avancées dans le monde entier, de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Amérique. Ces civilisations possédaient des technologies avancées basées sur l'éther, étaient de plus grande taille et possédaient un système digestif différent qui leur permettait de vivre uniquement de l'éther et de la nature. Lentement mais sûrement, ces parasites phéniciens ont pris le dessus, en commençant par Rome, puis en se déplaçant lentement vers Paris et Londres, ce qui est devenu l'âge sombre et sale. Et ils possédaient une technologie qui permettait d'extraire de la charge à partir de faux nuages créés à partir d'excréments brûlés. C'est ce qui a conduit aux technologies steampunk dans un passé récent. Ces technologies créaient de l'électricité sale qui s'accumulait dans l'environnement, créant une autre réinitialisation magnétique. Puis les inondations de boue, la réinitialisation, les villes fantômes et le repeuplement des principales villes du monde. Les dirigeants ont dû recommencer à zéro la réingénierie de cette technologie. Certaines technologies ont simplement été découvertes et de fausses histoires ont dû être créées. C'est le cas de l'avion par exemple et de la photographie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a
La première règle du Freddy Life Club est « Il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club ». Deuxième règle, il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Troisième règle, quelqu'un crie, insulte ou troll, la discussion est terminée. Quatrième règle, seulement un être vivant parle à la fois. Cinquième règle, un seul sujet à la fois. Sixième règle, pas de religion ni de politique. Septième règle, les débats continueront aussi longtemps que nécessaire. Huitième règle, si c'est votre première fois au Freddy Life Club, vous devez venir débattre. Neuvième et dernière règle, si tu es bourré, drogué ou juste énervé, reviens demain et sobre. Tu n'es pas considéré comme un sujet de droit et dans leur cerveau malade, ça justifie le fait que on te nomme en tout capital. Parce que capitis diminutio maxima, tu n'es pas un sujet de droit, tu es une marchandise et du bétail. Semblent des marqueurs biologiques qui différencient un homme biologique d'une femme biologique. Les références et allusions que je fais constamment à ces différents marqueurs ne sont pas anecdotiques. Ils s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste que quelques vagues ressemblances ici et là. On voit sur des bâtiments qui ont été excavés que la proportion qu'on pressent dans ce bâtiment-là, qu'en fait il doit être plus haut, elle se retrouve dans des bâtiments qui étaient comme celui-là et qui ont été excavés et qui ont effectivement 1 ou 2 étages sous le niveau du sol, cohérent avec l'ensemble du bâtiment. Il y a au cœur de chaque microzyma un cristal de silicium qui en fait, si vous voulez, le porteur de toutes les informations génétiques héritées et acquises de notre vie. Et c'est présent sur chaque microzyma. Il est taquin, je sais pas s'il a fait exprès de mettre le symbole du soleil rouge derrière l'anagramme avec ça. C'est Soral, tu vois, c'est l'anagramme de Sol, Ra. Il parle aussi des conditions d'incarcération des pédophiles. La prison du bonheur. Ah ouais. Tu peux pas être mieux loti. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là il y a la glisonne. Et le modèle de sa jauge aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Voilà. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. L'Altégiose, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile, la cinématique ouais. est bien claire sur cette image. À vous tous, mes amis, qui savent ce qui se passe vraiment. À vous tous, mes amis théoriciens de la conspiration. Oui, parfois c'est une malédiction, et pas toujours une bénédiction d'être éveillé. L'éveil est le voyage le plus libérateur, le plus aliénant, le plus atroce, le plus responsabilisant, le plus solitaire, le plus déroutant, le plus libérateur, le plus effrayant, le plus expansif. Si vous vous trouvez en difficulté alors que vous essayez de traiter cette folie, toute cette folie, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne ne parle de l'obscurité qui accompagne l'éveil, ni du chagrin. Non seulement le deuil de la vie et des illusions que vous avez eues, mais aussi la réalisation que quasiment tout ce que vous pensiez connaître est un mensonge. Les croyances que vous avez entretenues, les gens en qui vous avez eu confiance, les principes qu'on vous a enseignés, tout ceci n'est que tromperie. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne la croissance, et le processus de deuil ne s'arrête pas là. Avec ces nouvelles prises de conscience, vous vous retrouvez à nouveau en deuil. Vous faites le deuil de la perte de nombreuses relations avec des personnes qui ne comprennent pas. Vous vous sentez seul, ridiculisé et humilié, non seulement par la masse, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, par votre propre famille et vos amis. Vous avez l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec les gens qui vous entourent. Vous devez lutter contre l'absurdité, les conversations superficielles et sans substance avec ceux qui sont encore endormis. Vous vous sentez même déconnecté de tout votre système de soutien, car ceux qui le composent
ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Certains pleurent même la perte de leur ignorance, parce que l'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas? Et que la réalité est très dure. L'éveil peut être un chemin solitaire et vous vous retrouverez souvent à voyager seul. Il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. L'éveil aux réalités de ce monde est brutal. Il vous fera passer par toute la gamme des émotions humaines. Vous devez maîtriser l'art de plonger dans le plus sombre des trous de lapin pour en ressortir et continuer à fonctionner dans la vie quotidienne. Et c'est une compétence dont on ne parle pas assez. Certains d'entre vous luttent car ils se sentent déconnectés de leur famille et de leurs amis, comme s'ils existaient dans un autre monde. Sachez que vous n'êtes pas seul, et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais que vous avez toute une tribu à vos côtés. Nous sommes peut-être séparés par de nombreux kilomètres, mais nous sommes profondément liés dans nos objectifs et dans notre esprit. Merci de votre attention, portez-vous bien, et à très bientôt sur ITV.